Bienvenue dans The Doc House, vous êtes avec Doc Shadow, installez-vous confortablement car aujourd'hui, on reçoit un invité de marque, j'ai nommé EJM, a.k.a. l'élément dangereux, comme chacun le sait. Eji, comment vas-tu? Ah, ça se passe, c'est frais, c'est cool. Sois le bienvenu, frérot. On est dans le Doc House. Il n'y a que ça de vrai. En tout cas, tu le sais, c'est un plaisir de te recevoir voilà, avec toute l'équipe. C'est vraiment un plaisir. Donc, on va retracer ton parcours, voilà, ton histoire, avec tout ce que tu as à nous raconter, donc à travers la musique. Tu as plein de choses à nous dire. Donc, Eji, tu connais, est-ce qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les gens qui éventuellement ne pourraient ne pas te connaître, voilà, peut-être qu'il y en a, est-ce que tu peux te présenter, voilà, dans les grandes lignes avant de non, dans les, très simplement, moi je suis EJM. Yeah. J'ai commencé dans les années 88-89. Au départ, moi je suis un habitant de Vitry-sur-Seine. Yes. Donc, ensuite, j'ai fait partie d'un collectif qui s'appelait le Mouvement Authentique, dans lequel il y avait tout plein de groupes émergents dans l'ambiance du rap français, tu vois, qui étaient aussi de mon quartier, des alentours. Donc, je sais pas, on en parlera si tu veux. Tout à fait. Et puis, j'ai eu 2-3 titres à partir de 89. Mon premier titre, c'est Nous vivons tous dans une ère de violence, sur Earthquake, une compilation reggae. Et ensuite, j'ai fait ce qui me fait un peu plus connaître, Éléments dits dangereux, sur la compile Rap Attitude. D'ailleurs, c'est ce qui représente aujourd'hui ma thématique. Le fameux suite, c'est ça. Le fameux suite. Une petite dédicace à la Scred au passage. Ok, et avant de parler vraiment de musique, est-ce que, pour que les gens comprennent, tu peux nous parler un petit peu de ton enfance, à ta façon, un petit peu le contexte dans lequel tu grandis, pour qu'on comprenne un petit peu la suite. Je t'en prie, Eji. Mon contexte, elle est pas... C'est particulier, je suis un type qui a grandi à Vitry-sur-Seine. Ok. Donc, c'est vrai qu'on dit que Vitry-sur-Seine, c'est l'un des berceaux de la culture urbaine. Alors, on dit le rap français, mais pour moi, en tout cas, c'était la culture urbaine, la world music. Il y avait des groupes qui étaient autant reggae, tu vois, qu'il y avait du zouk, autant aussi du R&B, tu vois. Et évidemment, le rap. Ok. Et donc, voilà, écoute, t'es venu directement à la musique, donc vas-y, je rentre dans le sujet direct. Quelles sont les premières musiques qui t'ont marqué, que ce soit dans ton enfance, dans ton adolescence, même avant de parler du hip-hop, après tu t'en parles comme tu veux, mais voilà, les premiers morceaux, les premiers artistes qui t'ont vraiment marqué. Moi déjà, je suis un enfant de ce qu'on... Aujourd'hui, je sais pas si c'est encore faisable de le dire ça, tu vois, mais je suis issu des quartiers populaires. Bon, ça encore, c'est... jusqu'à aujourd'hui, ça perdure. Ok. Mais... moi, je pense avoir été avec une partie de mes des copains avec qui j'ai grandi, issus des quartiers populaires et d'une éducation dite populaire. D'accord. Tu vois, okay. Donc populaire, le peuple. Donc tout ce qui est variété française et tout ce qui était diffusé dans les grandes ondes. Nous, on a été bercés à ça. Et l'originalité, pour ce qu'on peut dire, c'est que comme moi, j'aimais autant le funk, le rap, le reggae, la soul, le rock and roll, on a commencé à écouter ces musiques et à essayer de s'incruster et s'intégrer dans des événements en fait. Ok, d'accord, je te remercie Eji. Et du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, dans le dur de ce qu'on va aborder, comment tu rencontres entre guillemets la culture hip-hop? Donc quand je dis le hip-hop, j'entends la danse, le rap. J'entends même le raga aussi, parce que c'est quelque chose aussi auquel tu touches beaucoup et qui était très proche du rap aussi au début. Mm-hmm. Voilà. Comment ça commence à te toucher, ça? Vers quel âge? D'ailleurs, t'es né en quelle année, toi, Eji, pour qu'on se situe un petit peu? Je suis déjà des générations de la cinquantaine, plus de la cinquantaine. Moi, je suis juste... fin des années 60. Ouais, 69. Okay. C'est tout ce qui est les 69-70, c'est ça, c'est nos années. D'accord, donc c'était pour situer. Et donc, comment le hip-hop te touche, si t'as des premiers souvenirs, voilà. Nous, tu vois, puisque faut que tu resitues une époque, si tu prends les années 70, c'est pas encore l'émergence du rap français. On est en 2022. Donc, nous... 20 ans plus tard, dans les années 90, c'est mon premier disque solo, donc mon premier single, c'est Je veux du cash. Tu vois ce que je t'expliquais auparavant.
C'est Solar qui fait Bouge de là, Claude. Ouais. Et t'as pas énormément de... Pour les gens comme nous, c'est un peu la nouveauté. C'est quoi? On n'est pas considéré comme des icos, on est considéré comme une sous-culture. Sauf que ce qui met un peu le trouble, c'est qu'on arrive avec un style d'écriture et des mots. Et on swing un peu sur des trucs où les mecs disent mais comment ils font? C'est pas des textes qu'on leur demande d'interpréter. C'était très nouveau, quoi. Okay. C'est super nouveau, ils arrivent à se caler sur des rythmiques et en plus essayer de mettre une mélodie. Ils pètent un câble. Et puis en plus nous on arrive, tu vois, suite à capuche, bonnet, casquette. Et du coup, parce que je sais que tu as fait beaucoup de danse aussi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Je sais qu'il y avait beaucoup de collectifs comme Perfect Line, voilà, on en parlait, il y avait les Atomic Breakers, il y avait plein de monde. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu du côté danse? Ouais, certaines personnes, t'es fort, c'est pas mal. Il faut. Bon, moi j'ai commencé un peu parce que au départ du hip-hop, t'es dans ce qui était, t'avais la danse, le DJing, le graffiti artiste, donc les premiers trucs, c'est que avant même de prendre une feuille de papier, un stylo, puis après d'essayer de prendre un micro pour freestyler sur les instrus, comme aujourd'hui ils font à Skyrock. Nous on faisait déjà ça avec Odina Style sur Radio Nova. C'est ça, bon, on va en parler, bien sûr. Tu vois, on va en parler. Bien donc sûr. en fait, c'est vrai que moi j'arrive un peu comme un ovni dans cet univers. Au départ, je danse avec des groupes comme Perfect Line. C'est vrai que j'ai fait partie d'Atomic Breaker, mais il faut quand même se dire un truc. Moi, je vois très vite que, vas-y, je peux faire 2-3 trucs, mais la danse, les gars, ils étaient trop techniques. T'avais Sulibi, Jeep Cool, pas à son âme, tu vois. Les mecs faisaient déjà la coupole, Cheval d'Arceon, Stromboscope. Perfect Line, c'est le groupe où je peux connaître les mecs du 78 qui deviennent les TFB, qui après sont avec moi dans État de choc. D'accord. Et c'est Doug et tout ça, quoi. Doug et Charlie, B-Boy, Albert, Crick. Et ensuite ça se colle à nous parce que c'était une famille, les Ravageurs que tu vois dans cette période de Renégat. Dans le clip. Dans le clip, Renégat, c'est les plus grands, c'est les frères, les cousins, les potes dans le 78 de cette bande que je côtoyais avant, qui étaient les TFB. D'accord, ok. Donc c'est eux qu'on voit avec toi et Doug dans le clip de Renégat ou... Alors oui, c'est ceux qu'on voit dans le clip de Renégat. Et les premiers qu'on voit qui sont pour une bonne plupart les TFB sont dans Éléments dangereux. Et l'alliance, c'est vrai que t'as aussi cette ouverture avec Paris, avec DJ Fab. D'accord, bah oui, qui est avec toi depuis DJ Fab, débuts, en fait. Il m'est présenté par Dan de Ticarette. Parce qu'à la base... Salut aussi, bien sûr. Dan, Ah oui, bien sûr. Et Dan de Ticarette, à la base, était mon DJ. Ok. D'accord. Mais il bossait aussi, bon, qu'il avait pas mal de trucs, c'était un peu compliqué pour lui, parce qu'il faisait déjà Johnny Go, il faisait Ministère Hammer. Moi, quand j'arrive et je connais Dan et qui fait un peu le DJ pour moi, c'est parce que aussi t'as Sully et Ronald, donc les Beatles et tout. Quand on faisait des concerts, Dan, de toute façon, c'était extraordinaire pour moi. T'as monté c'est la première boutique hip-hop. C'est vrai. Le type est un DJ, un fanat de musique. Tout à fait. Et en même temps, il bosse déjà avec des groupes de tous les quartiers, tous les départements. Ah bah oui, comme tu l'as dit, il est avec Moda qui vient du 95, il est avec Johnny Go qui vient du 19. Donc le type est super ouvert, hyper cool. C'est une autre approche, tu vois. Et c'est Dan qui me dit et qui me présente DJ Fab. D'accord, ok. Qui me dit, voilà, j'ai quelqu'un qui peut me remplacer, je pense que ça va le faire. Et il me présente Fab.
D'accord, et c'est comme ça que vous commencez à travailler ensemble, du coup. Ouais. Ok. Mais au départ, c'est étrange d'ailleurs, hein. Au départ, je le prends étrangement. Je suis ah non, Dan, tu vas pas me laisser et tout, c'est dur. Ok. Parce que j'avais une sorte une symbiose. Moi, j'écrivais dans Ticarette. Ok. Oui, donc tu t'entendais bien avec lui et donc tu étais à l'aise. Ok. Les premiers endroits. Parce que Dan avait déjà une forme de home studio, déjà dans les années 90. Dans le sous-sol. Dans le sous-sol de Ticarette. Et Ah, après, il le développe avec Moda. Exact, c'est ça. Moda Diak. C'est d'ailleurs dans ces périodes-là, ils font Nègre de la Peg. Tout à fait, oui, ils font toutes leurs compiles, les petites compiles, même, oui, il y a plein de témoignages, Idéal J y allait, il y avait plein de monde. Et après, il y a plein de monde qui y va. Mais moi, en fait, je les vois construire ça. Okay. Donc, bon, tu vois, c'est pas possible. Non, mais je comprends, il était occupé, quoi. Mais du coup, ça t'amène à bosser avec DJ Fab. Exactement. Mais on va y revenir à DJ Fab, du coup, ça reviendra dans la chronologie. Là, j'aimerais que tu me parles, vu que tu en avais parlé juste avant, du mouvement authentique. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période ? Je sais que dans une interview, Sulibi, il avait dit que c'était un truc un peu secret, tu sais. Il avait dit en anecdote qu'il t'avait aperçu un jour prendre le bus et qu'il t'avait interpellé, il t'a dit tu vas où, nanana, et t'avais pas voulu lui dire. Tu lui as dit non, c'est secret. Enfin, en gros, tu lui avais dit que tu pouvais pas dire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça C'est très simple en fait. Voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que Sully, j'ai jamais compris pourquoi il l'avait pris comme ça. Tu vois, Non, mais après, c'est. Non, mais moi, je te le dis, on en discute parce que tu m'en parles. Bien sûr. J'ai toujours trouvé ça assez marrant. C'est le truc qui est super simple en fait à la base. Je fais, paix à son âme, le Globo. C'est Lionel D qui m'introduit au Globo. D'accord. Donc j'arrive, un peu impressionné, t'as John Ego, Destroyman, Dynasty qui est derrière au platine, qui balance des instrus, t'as toute l'ambiance du Globo où t'as tout le monde, mec. Et je fais là, on est vers quelles années, là ? C'est les années... c'est les 87, 88, un truc comme ça ? C'est le début de Shiroshi Boîte Funk. Ok, oui, avec Jacques Massadian. Jacques Massadian passe en homme aussi, tu vois. C'est Jacques Massadian qui lance d'ailleurs ce projet. Tout à fait. Où tu avais Bintou, où tu avais Philippe Pierre-Adolphe, où tu avais tout plein de gens comme ça aussi, okay. Tu vois. D'accord. Ok. C'est l'époque où actuelle, tu vois. C'est actuel, Bernard Zécry, Michel Bizot, Nicolas Roiret, et j'en passe, tu vois. Qui sont des types qui sont des fanats de musique, qui nous ouvrent la porte. Et c'est pour ça qu'on a ces précurseurs, parce qu'ils appelaient ça la sono mondiale. Donc moi, c'est vrai, je suis un des types qui est rentré dans Nova parce qu'ils ont eu cette audience et puis ce pouvoir de nous diffuser, même si on ne faisait pas encore des disques. D'accord. Donc, ils nous permettaient de parler comme on le fait là, et puis aussi de faire des freestyles. C'est ça. Non, mais c'est important, effectivement. Et du coup, tu m'as parlé de ça, et moi, je te parlais du mouvement authentique. Du coup, tu me parlais de Lionel qui t'introduit au Globo. Qu'est-ce qui t'a mené avec les gens du mouvement authentique ? Le mouvement authentique, c'est parce qu'il y a un groupe qu'on ne parle pas. Le mouvement authentique a été créé par les New Generation MC. C'est ça. Donc, en fait, au Globo, lorsque je rappe au Globo, okay. Que Lionel il me passe le micro, je fais le rap attack, il m'introduit. Ouais. Et à la fin, c'est JMG, donc Jean-Marc Grelet des JMG, des New Generation MC, qui vient me voir et qui me dit, écoute, j'aimerais bien que tu passes, on a monté un collectif et tout, okay. Et j'aimerais bien que tu passes voir. Alors il me donne un lieu, il me dit, nous sommes à Tillon, Châtillon, au club Le Chat. Le Chat. Il me dit, tu viens tout seul. Je fais comment ça tout seul ? Non, c'est un truc secret, c'est entre nous, là on vient tout seul. Ok, d'accord. Okay. Je dis ok. Donc quand je croise Sully, autant que je croise Doudou après. Oui, il l'a dit aussi, Doudou. Tu vois, je te le dis. Mais c'est bien, contraire.
tu vois, C'est très mais je leur ai dit. Mais bien sûr. Les mecs De toute m'ont façon, dit, c'est ça secret. date. Donc moi, je suis là, je fais comment ça, secret? Je monte. Bon, vas-y, je vais voir c'est quoi. Hmm. Donc je vais à Châtillon. Donc Châtillon-Montrouge, Clamart, Bagneux, tout ça, c'était des zones. Déjà, on était déjà reliés avec le 9-2. Bah oui, enfin, c'est collé de toute façon. Bagneux, Déjà. c'est à côté. Enfin, c'est. Mieux, c'est à côté, Ouais. tu vois. Mais c'est ça le départ. Donc j'arrive au mouvement authentique, donc dans le club Le Chat à Châtillon-Montrouge, Ok. et je vois un truc, tu sais, qui me. C'est quoi ça? Une table avec des miroirs, Ok. des boîtes à rythme, donc Gros délire. Terre 909, Terre 808. Ok. Ok. Les Ils étaient mecs, équipés, quoi. Ok. les Bah, types, sachant que tout le monde n'avait pas ça, quoi. Ce genre de machine. bah, ils ont travaillé, tu vois. Bien sûr. Ils avaient déjà cette. Roger était RMC, Mhm. tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc Roger, c'était le type qui était très pointu dans l'organisation et D'accord. dans la Ok. structuration. Donc je crois qu'ils avaient déjà une association. Mhm. Ça tournait pas mal, moi, je trouve, parce qu'ils avaient une forme de structure. Donc tu avais les New Generation MC, D'accord. Salia, Oui, Salia, bien sûr. Ouais. Bah, Tu vois ouais. et bon voilà. Qui était de Bagneux aussi, Salia Qui aussi. était de Bagneux Voilà, aussi, c'est ouais. ça. Ok. Et quand je peux revenir, parce qu'ils n'avaient pas encore vu les Little, donc, et ni Timide et sans complexe. Moi, quand je reviens, la deuxième fois, Ouais. je croise Doudou. Voilà. Ok. Et Doudou me dit, où tu vas? C'est ça qu'on aime, vas-y. T'inquiète pas. Il me dit, tu vas où? Je lui dis, bah, je vais à Châtillon, dans un truc qui s'appelle Le Chat. Ils ont du matos. C'est un peu un truc un peu de fou, des boîtes à rythme. On peut prendre des micros, on freestyle. Je peux venir avec toi? Ouais, vas-y, viens et tout. C'est pas grave. Ok. Tu vois? Et donc c'est comme ça qu'ensuite il a ramené Joël aussi, enfin que ça s'est fait Et ensuite. que la fois d'après, tu peux pas dire à Sully, tu viens pas. T'as déjà dit à Doudou de venir. Tu vois, je veux dire. Donc Bien après, sûr, non, mais mais parce que le truc, il a toujours été un peu comme ça sur nous. Mhm. Et les gens n'ont jamais été vraiment sincères sur ce truc-là. Ok. C'est que, de base, nous, et je parle vraiment de ce groupe, Bien sûr. c'est-à-dire les Little MC, les Team et sans complexe, tout plein d'autres groupes. Les New, tout ça. Déjà, je dis nous, ceux qui habitaient le Val-de-Marne. Oui, Vitry, ok, Vitry. d'accord. Ok. Tu vois Oh, ouais, ok. Ouais, les Little, TSC, toi, voilà. Tu vois, ok. on se côtoyait parce qu'on était dans le même quartier. Donc c'est vrai que ça fait un peu salaud, bizarre et tout. Tu fais pas croquer. Mais c'était pas ça. C'est que les types, ils étaient... c'est pas comme maintenant. Les types, quand ils avaient déjà du matériel et des trucs, il fallait que tu fasses tes preuves. Et quand tu venais avec du monde, tu étais toujours avec quelqu'un. Moi, il y a plein de gens, ils savent pas, mais partout où je suis allé... ouais, putain, Uji, tu fais rentrer tout le monde. T'es waouh! Ah, je m'en suis mangé des histoires comme ça. Non, Donc mais après, un bout d'un moment, bien sûr. c'est pas que toi tu sélectionnes. Les gens te disent, hey, déjà, viens pour, tu vois, on te laisse Bien l'occasion sûr. de faire, tu vois. Bien sûr. Non, mais c'était important qu'on Mais- en parle, même s'il n'y a rien de Mais, grave. Hein, non, c'est- mais c'est là, voilà, c'est ça fort. m'était destiné. Le pire de et le meilleur de tout ça, il vient après. Quand j'arrive et qu'il y a Doudou qui vient avec Doudou, Ok. que Doudou prend le micro, il leur donne chaud. Bah oui. Tu vois, je veux Ah bah dire. oui. Mais c'est pas, je ne le dis pas pour le dire, c'est une vérité. Ah bah Doudou, de toute façon, bah Doudou, voilà. il avait une grosse voix. On c'était connaît un- le talent. il avait déjà une voix assez rauque, tu vois. On l'entend sur les freestyles sur Nova, Tu vois dont on va parler Et d'ailleurs. il avait donc cette particularité et il avait une forme d'écriture. Il voulait se prendre la tête pour que sa voix et ce qu'il raconte aillent de pair. Oui, il faisait déjà des histoires, il faisait déjà Ouais. des storytelling. Ouais, il était loin, Doudou, aussi. Puis Doudou, moi, à un moment donné, on rappait ensemble. Bah oui, bah de toute façon. On rappait ensemble. Il avait un petit groupe avec un mec qu'on appelait Petit Modèle de Black, que j'aimais beaucoup Ok. d'ailleurs et tout, tu vois. Qui venait de Vitry aussi Non, non. il venait pas de Vitry. C'est ça qui est beau avec... et tu vois, quand on parlait de... Parce que moi, on me dit souvent, ouais, EGM. C'est pas une histoire de moi solo. Hein. C'est que nous, à l'époque, ils décourageaient les types comme nous
il nous disait que c'était une musique de clown, qu'on se prenait pour des Américains. Et de toute façon, c'était déjà... Je suis le premier à demander je veux du cash. Je l'ai écrit, j'ai fait je veux du cash, mais au départ, j'avais écrit je veux de l'argent. Ouais. Parce que souvent, on me dit ça et tout. Mais en fait, j'avais écrit je veux de l'argent. En freestyle, sur la street, avec Sully B-Wax. Et Sully B-Wax était là. Donc lui écrit sa partie. Okay. C'était un truc très simple. C'est que Sully, il avait c'était Sully, c'était les Atomic Breakers. Donc, sûr. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Sully, c'est lui qui crée les Atomic Breakers. D'accord. Avec son frère. Tu vois ? D'accord, ok. C'est lui qui est à l'origine du truc, vraiment, quoi. Ok. C'était un truc de fou. Sully et David, c'était 2 breakers. Les mecs, c'était l'époque où... tu vois, le truc Break Street. Oui, le truc. Tu vois ? Donc, ils avaient les survêtements... c'était fou. Il y avait déjà les survêtements Adidas, survêtements 3 bandes et tout. Cheval d'arçon, coupole tête. Il faisait mal à la tête. Dans les défis, c'était dur. C'était l'un des plus gros... Ils étaient forts, quoi. Ouais. C'était déjà un danseur. Okay. Après... moi, j'ai essayé de danser. T'avais aussi Jean-François, Jeff, à son âme aussi, Jean-François Laousset, qui a été dans N-Groove. Ok. N-Groove, ça me dit rien comme ça. N-Groove, qui était un groupe de R&B, avec Tino B, Jean-François Laousset, Jeff et Joss. Ok, d'accord. Et écoute, allez fouiner carrément. Ok, d'accord. Et donc ça, c'est le premier vraiment... groupe. Et Hachim aussi. Hachim, ok, le chanteur de R&B, voilà. Donc le premier, ces premières ambiances sont aussi chez nous. Ok, il y avait déjà du R&B, même. Ok, c'est important de le dire. Je côtoyais aussi les types qui faisaient du raga, du reggae. Bien KGB, sûr. Kessie, Gilas, Bertel. KGB, bien sûr. KGB Sound System. Donc les mecs faisaient du raga, des trucs. Oh là là. Poto, fallait vraiment. Donc chaque. C'était le groupe de Rude Lion, Moss, et Aswa, et Little P aussi, qui était avec eux aussi, qui était un peu la mascotte du groupe. Voilà. Little, tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est Dog Sky. Ok, dont on va parler, bien sûr. Et Ludger. Ludger, bien sûr. Okay. Qui me parle d'un type à Créteil qui danse, qui est très jeune et qui est assez impressionnant. Parce qu'il faisait du popping. Ouais. Il dansait dans Perfect Line aussi, Little P. Il a dansé dans Perfect Line et il faisait même des chorégraphies. Ce qui nous a un petit peu... ce qui nous impressionnait, c'est qu'il dansait aussi avec Mélaz. Exactement. Qu'on salue aussi Mélaz. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est... Et, tout se recoupe, quoi. Tout se recoupe. Et Mélaz, nous, à la base, Mélaz, Pascal Grandbain et moi, on l'appelait Pi à l'époque, on avait fait un groupe ensemble. D'accord. Un groupe de danse, tu veux dire ou non, un groupe de rap. Un groupe de rap où Mélaz, c'est Pascal et tout, qui me l'emmène un peu, mais je l'avais déjà vu avec Ludger et justement Little P. Voilà. Parce que Mélaz, à part de chanter, elle dansait comme une malade. Ouais. C'est ce que Pi me racontait aussi. Ouais. C'était un truc de fou. Donc tout ça, c'est pour ça que je te dis le 9-4. C'est important, exactement. Oui, parce que c'était Créteil, ça, c'est Créteil. Exactement. Créteil, la Croix des Mèches, tout ça. Croix des Mèches. T'as une partie aussi on allait aussi à Maison Alfort. Tout à fait. Tu vois. Et on allait aussi à Villeneuve-Saint-Georges. C'est pour ça que même d'ailleurs, il en parle, Solar. Tout a commencé dans la ville qu'on nomme de Maison Alfort. C'est pas pour rien. On allait dans tous ces endroits-là. Et après, on a essayé d'explorer et d'aller se confronter ailleurs. Donc à Paris et dans les autres banlieues. Ok, G. Et écoute, c'est mortel. Est-ce que, avant d'aborder la suite, donc on va parler de ton premier projet Nous Vivons Tous. Avant, j'aimerais que tu me parles un petit peu du Dynastyle, parce que t'en as vaguement parlé un petit peu.
Est-ce que tu as un souvenir marquant, même si j'imagine que tu en as beaucoup dans ces émissions-là, parce que c'est assez mythique et puis c'est vraiment tes débuts. Voilà, si tu as des petites anecdotes, un petit souvenir qui te revient là comme ça par rapport à Lionel, Dynasty, toute cette ambiance, les artistes qu'il y avait, je t'en prie. Dans Dynasty, c'était particulier parce qu'en fait, tu savais pas quelle musique allait mettre. Allez passer pour rapper. Ouais. Daniel. Donc, c'est vrai que je dis Daniel parce que tu as deux Daniel, tu vois. Daniel de Ticaret, Voilà, qui était le premier DJ, et Dynasty, qui est Daniel aussi. Donc, tout à fait. Donc, il faut que je dise Dan de Ticaret ou DJ Dan. Et aussi bien que Dynasty. Donc, Dynasty, oui, c'est vrai, moi, je l'écoutais à la radio. Ok. Et oui, parce qu'il y avait déjà Radio 7 et tout ça avant. Ouais, ça remonte. RBH, tout ça. Voilà, exactement. Ouais. Moi, ça remonte à loin. C'est-à-dire que moi, dans le départ, j'écoutais déjà Radio 7 avec Sydney. Ok. J'écoutais aussi les émissions sur RDH, où tu avais Pas de Béni. Je sais qu'il y avait aussi, c'est complètement faux, hein, les Phil Barnet. Ouais, je savais que tu allais me dire ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est incroyable. C'est complètement fou. C'est incroyable, ouais. Et il était pas mal d'ailleurs, hein. J'écoutais des extraits, franchement, ça va. Ouais, ça va. Franchement, il a pas à voir. Pas de Béni, Phil Barnet. Et t'as aussi ce type qui arrive, que j'ai entendu un peu après, mais il était un peu dans l'ambiance, j'avais déjà vu. François Fellman. Ok, oui, je crois qu'on m'avait déjà dit. Ouais. Bah, comme quoi, hein, tu vois, il y a des trucs de fou comme ça. Ouais, non, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Ouais. François Fellman qui fait Walid Bounoir. Ouais, comme ça. Donc, tu vois. Ah ouais, tu vois. Mais c'est incroyable, ouais. Walid Bounoir, pour s'en sortir, le breakdancing. Je fais, ah ouais, il a déjà fait des disques et tout, il faut qu'on y arrive, nous. C'est comment. Tu vois. Donc, c'est comme ça que tu découvres Dynasty. Et donc, c'est la première fois que tu as entendu Dynasty à la radio passer des trucs. Et c'est comme ça que ça t'amène au Dynastyle sur Nova, c'est ça ? Celui qui m'amène au Dynastyle sur Nova, c'est un mec de Créteil, justement, qui s'appelait Danny. Danny faisait des soirées avec Brigitte. Ok. Donc, sur Paris, il faisait des soirées qui étaient les soirées, des après-midi dansantes, où tu avais c'est Brigitte qui faisait des après-midi dansantes. D'accord. Où tu avais Silvio, Dany. C'est une époque où, justement, tu avais celle qui est devenue. Valou. Ouais, ok, d'accord. Ouais. Donc, Valou connaissait ces gens. Elle était dans ces organisations. Tu avais aussi. Ils étaient proches des IZB. Et du coup. Donc, tu me disais, c'est comme ça que tu arrives au Dynastyle. Est-ce que, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que... Peut-être, est-ce que tu t'es déjà écouté est-ce que les gens t'en parlaient comment tu ressentais la chose à ce moment-là? Le Dynastyle, c'était... On écrivait on improvisait. Et je dis on, c'est-à-dire que Sully, Doudou... Et moi, je freestylais tout le temps, j'écrivais tout le temps. C'est vrai que j'aimais ça. Donc, moi, je savais que Lionel, pour nous, c'était... c'était un professionnel. Il était à la radio comme tu fais toi. J'avais l'habitude de l'entendre. Il freestylait et tout. Il improvisait tout le temps. Il était très balèze. Un maître de l'improvisation, je suis ouais. Complètement. Tu peux pas arriver devant lui et bégayer. Tu salis. Ouais. Non, mais je comprends. Tu salis la ville. Le premier, tu avais Jean-Noël, D&D, qui faisait du rap. Il y a les frères Sassi aussi. Oui, tu m'en avais parlé. Oui, tout à fait. Qui, eux, rappaient en espagnol. Yes. C'est d'ailleurs pour ça que ce que tu me demandes de marquant quand j'arrive à Nova, c'est lorsque je rencontre Iron et Shoes. Ouais. Et qu'il y a Joël. Ouais, bah oui, Joël, de toute façon. Tu vois ? Moi, c'est mon préf. Donc, moi, j'arrive là, Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est assez marrant, parce que moi, j'arrive sur une table où tu découvres les visages de ceux que tu as entendus à la radio. Et tu te dis déjà, bon, il faut que je sois au minimum au même niveau que ces types. Donc, tu ne peux pas être au minimum au même niveau que ces types, parce que tu te dis déjà que tu as un peu de retard. Donc, tu dois tout faire pour cartonner et surpasser et surprendre même ces types. Tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on arrive avec un état d'esprit
de compétition, compétitif. Oui, bien sûr. On amène l'ego tripping, l'ego trip. Exact. Ouais, c'est vrai. C'était Doudou, surtout ça, hein, sur Nova. Hein. Sully, Doudou, les trucs. moi, À cette époque, c'était ça. on était au départ, mais dans l'ego trip. Mais après, ça part très vite dans de la thématique, tu vois. Oui, il y avait des histoires. Joël faisait beaucoup d'histoires. Toi, t'en faisais aussi. Solar aussi, quand il venait. Il y avait beaucoup de storytelling, j'ai l'impression aussi. Disons que c'est vrai que Joël, moi, il m'impressionnait sur... et il y a un type dont on ne parle pas beaucoup, qui était aussi là, qui est un mec du 95, c'est Saxo. Exactement, donc, bien sûr. L'homme à la brosse à dents. Exact. Qui faisait aussi partie qui était aussi dans le mouvement authentique. Et t'as aussi Bilove. Bilove, bien sûr. Elle était proche des MIC. Ouais, mettre un contesté du crime, ouais. Donc c'est tous ces gens-là qui t'ont beaucoup marqué au Dina Style. Et puis voilà. J'invite vraiment les gens qui nous regardent, si vous n'avez pas écouté, allez écouter les freestyles, vraiment. Il y en a plein sur YouTube. Vraiment, il y a plein de vidéos. Allez fouiner, vraiment, c'est incroyable. Voilà. Et pour écouter les débuts de JM. Et du coup, on va parler de ton premier titre officiel enregistré, qui est Nous Vivons Tous, qui sort en 89. Donc c'est sur la compile Earthquake, Sound System. Comment tu te retrouves sur ce projet, Mouedji, du coup? Explique-nous un petit peu. Sachant que c'est vraiment la phase raga, voilà. En fait, on a c'est vrai que c'est pas assez... C'est pas dit. C'est dans Rap Attitude qu'on comprend qu'il y a rap, raga, soul. Et les types que moi, je me retrouve sur Earthquake parce que j'avais rencontré Johnny, qui est un des programmateurs, les producteurs du truc. D'accord. T'avais Hugues et Johnny, et aussi Peter, qui est Pierre-Paul Jacques. C'est ça. Il se faisait appeler Peter Pan à l'époque, je crois. Brada Peter. On l'appelait aussi Peter Pan, mais c'était Brada Peter. D'accord. D'ailleurs, c'est son fils qui est sur la pochette, il me semble, de ce... Ouais, c'est son aîné. Ok, d'accord. Okay. Ouais, c'est son fils, ouais. Ok. C'était... j'avais été touché, parce que c'est vrai. C'est l'époque où... Annie. Oui, Annie. Il a fait une chanson pour elle, d'ailleurs, à l'époque. Pour Annie, Pierre-Paul Jacques, ouais. Enfin, pas sur cette compile, mais à l'époque, ouais. Oui, après, ouais. Sur son premier album. Ça m'avait touché, parce que c'est les premiers temps. C'était particulier, quand même. Parce que les gars prenaient des risques. Ils travaillaient, et ils mettaient leur argent pour construire. On a fait Nous Vivons Tous en indépendant, distribué par Plus au Fed. D'accord. 1000 vinyles. Ok, lourd. Et vas-y, on a essayé pour notre part d'avoir un deal de distribution, mais ça a pas plus, nous a pas plus poussé que ça, alors qu'il y avait déjà... par contre, il y a eu un engouement, une presse. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, mon titre, j'ai une chance, je sais pas pourquoi, il y a une nana de Libération, je crois que c'est Hélène Azera, un truc comme ça, ou Hélène Lee, qui écrit ouais, voilà, elle me compare à Prévert, ce qui m'a suivi partout, le Prévert du rap et tout. Mais ça t'a fait plaisir quand même, sur le moment, quand t'as vu le... Non, mais en fait, ce qu'il faut capter, Jacques Prévert, parole. Quand tu vas à l'école, comme je t'ai dit, on est issu d'une culture populaire. T'es quand même Bah oui, quand même. Donc c'est normal. On te compare à Prévert, tu fais. Mais je vois pas comment Prévert et moi on est liés. Après, j'ai fini par comprendre que, parce que c'est un peu nos aînés, que c'était parce que c'était très incisif et avec des métaphores. Beaucoup de jeux de mots, des trucs. Des jeux de mots et tout. C'est ça, tout à fait. Ouais. Il est dur le bruit de l'œuf dans le ventre de celui qui a faim. Tu vois, parole, Prévert. Donc tu sais que tu prends un œuf, tu le casses comme ça sur un truc, je fais waouh, le mec, qu'est-ce qu'il écrit, c'est chaud. Donc tu devais un peu te prendre la tête pour avoir des. C'est important de le dire. Non, mais c'est clair. Ok, Mouedji, c'est nickel. Et du coup, avant de passer à la suite, c'est toi qui as participé à l'instru de ce morceau-là, Nous Vivons Tous, et tu fais même un beatbox dessus. Hein. Il me semble. Il sait tout. Ouais, non, en fait, c'est vrai que moi, j'arrive, et j'avais connu avec Doudou d'ailleurs. Ok. Johnny, qu'on avait rencontré il était avec Poupa Leslie, ouais. déjà à la base, et Lord Zelko. D'accord, ok.
Et il faisait des sound systems. Et le type, à l'époque, venait déjà avec des petites platines. Donc c'était un Selecta. Ok. Tu vois, il envoyait. Et puis, il avait ramené à l'époque un Pro 24. Donc il envoyait un peu comme ces groupes, je sais pas si tu connaissais, pour l'époque, ça s'appelait Mentronics. Donc moi, ça m'impressionne de rencontrer un Français qui arrive dans le même mode que Mentronics. Qui maîtrise autant qui arrive avec donc un PC, mais c'était déjà un Pro 24, et qui tape ses beats, donc c'était des rythmes, qu'il envoyait en direct pendant que Zelko passait aussi des sélections. D'accord, ok. Donc ça faisait un truc, un ensemble... C'est un truc, c'était un peu extraordinaire, tu vois. Et quand Zelko, il pouvait arrêter ses sélections, tu vois, le mec qui faisait une pause, t'avais un redeem qui tournait, tu vois. D'accord. Et tu te dis, c'est quoi ces types? Je suis dans le futur. Paris, c'était magique. Et donc tout ça, ça t'a inspiré pour placer un beatbox et te mettre à la prod avec lui, du coup Ouais. Ok, d'accord. Dans le sens où j'arrive, je programme un peu avec lui, et je veux y mettre il me dit, ouais, je fais, vas-y, je vais mettre un petit beatbox et tout, parce que je faisais ça et tout, il me dit, vas-y, enregistre ça. Je suis, si, non, ça va le faire et tout, dans l'arrangement. Tu sais, les mecs avaient déjà une vision, une vision de l'arrangement, tu vois. T'es un peu... je le fais. Et ouais, c'est vrai, on a travaillé... parce qu'on travaillait aussi avec au mouvement authentique. Il nous permettait de toucher les machines. Ok. C'est d'ailleurs là que Sulibi commence aussi à toucher les machines. À composer, tout ça. À composer avec les New. Ok, d'accord, ok. Et après, Sully s'achète ses premières machines à lui. Il apprend tout seul tous les jours, quand je le voyais, il avait un casque. Ouais. Le mec branchait le casque sur le truc. Et toutes les machines qu'il a perdues, Sully. Ouais. À courir dans les métros. Il avait des... Je me rappelle, je crois que le dernier truc, je ne sais pas si c'était un QR100 et tout. Okay. Une petite boîte à rythmes comme ça, il avait des beats malades. Il se prenait la tête, tu vois. Oui, on voit, il y a des reportages qui traînent, on le voit dans sa chambre, là, sa petite chambre, et il est là avec ses machines, il se la donne et tout, vraiment en mode carré. Ok. Et du coup, c'était pour parler de Nous Vivons Tous. On va aborder ton prochain titre, Edji, qui est L'élément dangereux. Voilà, qui est un de tes titres phares, hein, bien évidemment, qui sort en 90 sur la compile Rap Attitude. Donc, est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu te retrouves sur Rap Attitude? Je me retrouve sur Rap Attitude parce qu'en fait, quand j'ai fait Nous Vivons Tous avec Earthquake Sound System, les Sai Sai, Tonton David et Soupa John parlent de moi à Benny Malapa. Ouais, qui est à la tête du projet qui fait La Belle Noire, c'est ça? Qui fait La Belle Noire. Avec Maître Madj. Exact. Mills. Qu'on salue, Madj aussi. Et d'autres, putain, j'oublie, il y avait une nana aussi qui était avec nous et tout. Et bon, voilà. Et il me rencontre donc. Et quand il me rencontre, je lui donne rendez-vous à Porte de Bagnolet. D'accord. Dans un studio que rachète après Jimmy J pour les coups et il y fait les coups de session dedans. Et moi, quand je le fais venir, ça mixe Nous Vivons Tous. Ok, d'accord. Donc ça, c'était avant, tout ce que tu... Oui, avant que Jimmy J et tout ça s'installe là-bas. Avant que Jimmy J s'installe là-bas, tu vois. Et quand je lui fais écouter Nous Vivons Tous, il me dit, c'est ça que je veux dans ma compil. Je fais non. Là, tu parles de Benny, là. De Benny Malapa. D'accord, ok. Donc, il écoute ton morceau, et du coup, voilà. Et vas-y, je t'en prie, continue. Et c'est parce qu'en fait, c'est pour ça que je te dis que Tonton, Soupa John et les Sai Sai, c'est eux qui parlent de moi à Benny, pour que je sois... et je me retrouve dans Rap Attitude. Et pour qu'ils viennent... on se donne rendez-vous, et je dis, moi, rendez-vous là, je vais à Porte de Bagnolet, tu vois, pour mon titre. D'accord. Il sait pas que c'est Nous Vivons Tous. Donc, il écoute, il arrive... Véridique, hein. Il arrive, c'est en train de... c'est le premier type qui a entendu le mix pratiquement def de Nous Vivons Tous. C'est Benny Malapa. Mortel. Ça, des fois, les gens... tu peux rien dire. Mais... Et moi, je dis à Benny, non,
je vais te faire un autre titre. Et au départ, ce titre devait s'appeler Blanc ou Noir. Ok, d'accord. Qui était un truc que j'avais écrit justement à l'époque où j'étais avec Pascal et d'autres. Et c'était sur l'Afrique du Sud. D'accord, ok. Que je fais en freestyle Oui, blanc ou c'était noir. l'époque où il y avait encore Voilà, l'apartheid et tout ça. l'apartheid Oui, et bien tout. sûr. Toute cette lutte pour Nelson Mandela et toute cette grosse truc pour l'apartheid. Bien sûr. Et en fait, comme j'arrive pas et que c'est trop rapide, D'accord. il me fait enregistrer à l'IRCAM. J'appelle les New. Donc c'est GMG, des New Generation, Ok. qui programme Dangereux L'instrumental, tu veux dire? Ouais. D'accord, ok. avec Fab et moi. D'accord. DJ Fab. DJ Fab, ouais. Ok. Et toi aussi Et qui moi. participe. Ok, mortel. Donc on fait Dangereux. Et bon, vas-y, je rappe Dangereux. Ok. D'ailleurs, c'est même marrant, tu vois, l'anecdote que les gens ils pensent que c'est moi qui force à l'époque DJ Fab, parce qu'il avait ce truc d'ambianceur. Chaque DJ ou chaque mec avait un truc. Le premier qui sait faire ça, et c'est Chabin, DJ Chabin, Ok. qui avait déjà un micro et qui ambiançait. D'accord. Tu vois. Ok. Ça, c'était le début, le jazz rock. Ok, bien sûr. Et qui passe, lui, après Chabin, passe toutes les musiques. Donc Chabin passait du rap. Il nous connaissait tous. Il connaissait déjà les Pablo Master, les Poupa Leslie. C'était déjà un truc où... C'est les premiers DJ qui nous permettent... Parce que ça commence dans les boîtes de nuit et on prend l'assaut des... pour ce que je sais et de ce que j'ai vécu, bien sûr. pour nous, que ça soit Sully, donc les Little et les Timiens sans complexe. Nous, notre truc, c'était d'aller partout où il y avait des micros et des disques ou des musiciens et rapper, mon gars. C'est ça. Et se faire connaître. Et on s'en foutait, on voulait même casser le truc et tout. Ah, il faut que vous nous connaissiez. C'est important. Non, mais c'est clair. Ok, bah là, c'est déjà un gros pas pour toi. Déjà, quand Élément Dangereux sort, c'est quand même Rap Attitude, ça a un certain succès à l'époque quand même. Donc, c'est déjà un gros pas pour toi. Et moi, ça je me rends pas compte. Tu vois, je vais te dire honnêtement, les gens, ils ont jamais... Je t'en prie, dis. Je ne me suis rendu compte de rien. Moi, tout ce que je savais, c'était qu'il y avait un truc qui est pas la même chose qu'aujourd'hui. Pour être reconnu, parce qu'on nous prenait pas vraiment au sérieux. Ah oui, mais c'était l'époque, oui. C'est une époque où on se moquait encore des rappeurs, même dans les quartiers, quoi, je veux dire. Ouais. Non, mais c'est clair. Moi, à chaque fois que j'avais l'opportunité de pouvoir me tester à enregistrer des titres et voir qu'ils sortent, je le faisais. Donc, dans les mêmes périodes, c'est vrai que dès que j'ai la possibilité d'enregistrer, je fais Nous vivons tous, Élément dangereux. J'ai déjà enregistré Je veux du cash. C'est ça. Bon, on va y venir de toute façon, bien sûr. On va y venir. Juste avant, voilà, je voulais... parce que là, tu as fait Rap Attitude, tu as fait Élément dangereux, mais il y a BMG qui va arriver entre-temps, avant Je veux du cash. Avant que tu sortes ce morceau-là. En fait, moi, je sais pas, les gens, ils ont jamais vraiment trop compris ce truc que j'explique, qui est très simple. C'est que moi, je voulais juste faire des disques. Et les gens n'ont jamais compris ça. J'aimais la scène, faire des disques et danser et m'éclater en soirée. Parce que je suis un mec qui a fait un peu de Smurf. Je sais pas breaker, c'est pour ça que ça m'a fait rire quand tu me parlais de la danse. Parce que pour moi... tu vois, sur les émissions précédentes, moi, les gars que je connaissais, c'était Laser. Bah, tu vois, qu'on salue. Qu'on salue très fort. Laser et Réac, tu vois. Bah oui, bien sûr. On les salue tous les deux très fort. Qui font après Psychopathe. Mais, les danseurs de NTM. Les danseurs de NTM, ouais, c'est vrai, ouais. Mais toute la bande de ces danseurs. Parce que t'avais Adi, t'avais Michou. Ah bah oui, ils en parlent, de toute façon, dans les interviews. Ils en parlent de Michou. Bien sûr. T'avais Lady V. Il y avait une autre nana, une blonde, excusez-moi, je perds son nom. Donc, eux, ils savaient. C'était à la base, t'avais Scott. Puis il y avait le DCM aussi à côté. Attention, il y avait du monde. Ah bah oui. Ça dansait. Franchement, bien sûr. Ah bah ça. Franchement, je te dis la vérité. Ils avaient raflé tous les plus gros danseurs des soirées. Tu parles de NTM là. Ouais. Ok, d'accord. Des soirées parisiennes et tu vois, ça dansait. On se retrouvait tous pour danser. Donc
Non, mais c'est important, c'est important. Ok, bah Edgy. Alors, du coup, là, je te parlais de BMG qui est arrivé dans l'histoire, tu vois, qui s'est intéressé à toi pour sortir Je veux du cash. Comment ça s'est passé cette organisation pour le disque, sachant que c'est quelque chose quand même à l'époque, surtout dans le rap, d'être, on peut considérer ça comme une major BMG à l'époque. Non, mais ouais, C'était quand même un gros truc. Moi, c'est vrai que je fais Earthquake avec Plus au Sud, Mhm. qui était déjà c'était une minor, comme ils appellent ça, c'est-à-dire que c'est des labels qui n'ont pas la même force de distribution sûr. dans le réseau national. C'est-à-dire que tu peux être un peu distribué à la Fnac, un peu dans des Leclerc et tout, mais quand tu as des grosses maisons de disques, tu es partout. Alors dès que tu peux, les gens ils entendent et qu'ils peuvent se procurer le truc, c'est là que tu peux, tu vois, la Bien réactivité, elle est plus importante. C'est ça. Donc pour Nous Vivons Tous, c'était déjà un petit, mais c'était une bonne distribution pour des types comme nous déjà de base. Mhm. Après, tu as Rapatitude ou tu as Label Noir qui est en licence Mhm. avec Virgin. Exactement. C'est ça. Donc moi, il est vrai qu'en 90, je signe sur BMG BMG. Édition. Ouais. Tu vois. Donc moi, je peux pas être sur Label Noir. C'est le truc qui se passe où T'avais pas le choix. on a eu cette discussion à l'époque avec Manuel de Burtel et Benny Malapa. Ok. Moi, j'ai dit, mais moi, je viens de signer sur BMG. Et après, ça discute édition. Et après, ça discute pour que... Il y avait 2-3 autres propositions à l'époque pour que je signe en production. D'accord. Ok. Tu vois. Ok. T'avais pas que BMG Production, les gens de Polydor, Oui, un truc ouais. non mais qui discutaient ça se discutait pour voir, Non, mais c'est important de le dire, bien sûr, bien sûr. tu vois. Bien sûr. Donc c'est vrai que Solar arrive au même moment. Donc moi ce que ce que je suis content pour l'époque, c'est que les premiers c'était Johnny Go et Destroyman qui signent chez Barclay. Ouais. Tu vois. Ouais. Donc t'avais Barclay, Sony, BMG, Arista Riola France. Ça, c'était les majors, ceux qui avaient des moyens de diffusion. Donc, dès qu'on a... t'as un rappeur, eux, ils faisaient pas comme maintenant. Ils peuvent assigner 2, 3 artistes, 4... Ah bah oui, non, c'est sûr. Non, ici... Ils en choisissaient un et Ouais, puis ils le développaient. C'était une ambiance un peu, pour moi, à la Cotton Club. J'ai jamais trop compris cette ambiance-là. Moi, tu signes ton rappeur. Ok. Ouais, mais c'est ça. Hein. Si chacun, ils avaient signé un type. Donc après, ça créait des ambiances un peu étranges pour moi. Je comprends. Ok. Et donc, Je veux du cash, qu'est-ce qui t'a inspiré alors bon, même ça tombe un peu sous le sens, le titre parle de lui-même, mais dans quelle ambiance t'étais quand t'as écrit ça? Donc, pour ceux qui savent pas, c'est Je veux du cash, tu l'as fait en... Donc, c'est 4 fois le même morceau, mais avec des instrus un peu différentes, des ambiances différentes. Voilà, raconte-moi un peu comment Non, en fait, à la base, comment tu l'as fait. à la base, moi, je voulais même mettre un autre titre. D'accord. Et quand je fais Je veux du cash, alors on me dit, il faut... la version était une longue version. On me dit, il faut qu'il y ait 3 ou 4 versions. Donc, on décide de faire une longue version. Ça s'appelle la vraie version Long Catch Mix. Et t'as une autre version qui est une Edit Mix, qui est une version un peu plus courte, Yes. de 3 minutes et quelques, tu vois. Ouais. Déjà, à l'époque, on se prenait la tête. Ah, je sais. Et t'as l'instrumental. C'est vrai qu'on m'a reproché, j'aurais pu mettre un autre titre. Mais moi, à la base, c'était pas ça. Je voulais juste faire ce maxi-là. Et j'avais déjà prévu de faire un hippie et après un album. Mhm. Moi, je voulais pas arriver avec un maxi et un album. Et ensuite, après, non. Puis il y a la version un peu hard rock aussi dessus. Mais moi, c'est parce que, voilà, c'est ça. C'est que moi, j'ai toujours été avec des musiciens... D'ailleurs, tu m'avais pas dit que c'était Dynasty qui faisait l'harmonica. Ouais, c'est ça, c'est un truc qui caractérise Dynasty, tu vois. Yes. Il avait déjà ce truc c'est pour ça qu'ils faisaient les DMC. Ok. Il arrive, donc il écoute le titre, il se cale, il commence à envoyer des instrus juste pour... mais c'est complètement fou. Le mec écoute en studio
Le son, il est en train de péter dans sa tête. Ok. Il est en train de mixer à l'oreille avec un casque comme ça, vite fait. Tac, il est comme ça. Donc il fait tourner des cheveux. Mais attends, comment il fait là? T'es mec, il est en train de se caler sur un beat qui tourne 110 BPM, comme ça. Ah ouais, il est chaud. Et après, il fait ça. I need some money, je vois, c'est ça. Oui, parce que c'est lui qui fait les scratchs, de toute façon. Bah, je deviens fou, je fais c'est ça. Donc il commence à scratcher, puis à un moment donné, j'entends un harmonica. J'ai un harmonica, et il me fait ça. Il prend le disque, prend le crossfader. Ok, d'accord. Voilà. Okay. Parce que moi, c'était j'ai l'impression, je suis pas sûr, mais je crois que c'est Joyous de Pleasure qu'il utilise. Okay. Donc le mec, j'avais fait, putain, le mec, il a trouvé un harmonica, il a pris un son d'harmonica. Incroyable. Et il a commencé à cross-phaser avec un son d'harmonica dans Je veux du cash. J'ai fait ça, on le garde. Mais c'est 90, t'es super jeune. Et on est dans l'expérimentation. Okay. Moi, de base, je suis un mec qui adore expérimenter. Avant, c'était structuré dans un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu fais du hardcore ou si tu fais du raga, pour certains, comment tu fais pour être dans le hip-hop? Mais sauf que moi, en fait, je côtoyais des gens du ragamuffin, du hip-hop. Je connaissais déjà des gens même dans le rock alternatif. Tout à fait. Tu vois, on va y venir, bien sûr. La souris déglinguée, les négresses vertes, qui ont été, tu vois. Bien sûr. Oui. Et la Mano Negra. Ok. Les Santis et tout ça, on les connaissait déjà, nous. D'accord, ok. Ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit pas assez, c'est que le rock alternatif, le raga et le rap, à ce moment-là, c'était vraiment... C'est les premiers qui nous permettent... C'était tout un truc... On va pas se mentir, pas parce qu'on n'avait pas les capacités de le faire, c'est qu'on n'avait pas les accès aux portes pour pouvoir, après, faire ce que nous faisons aujourd'hui. Tout à fait. Et je dis nous, en fonction de tout un truc qui après s'est mis en place. Alors, les premiers qui étaient professionnels, à savoir gérer parce qu'ils faisaient énormément de scènes, et aussi énormément de concerts, aussi bien que des enregistrements studio, étaient ceux qui étaient issus du rock et du punk alternatif, parce qu'en fait, à la base, les maisons de disques ne voulaient pas signer ces gens. Ils étaient déjà considérés comme des marginaux. Donc, ils étaient en autoproduction sur tout. Les scènes, les disques qu'ils vendaient dans leurs concerts, et la distribution aussi qu'ils essayaient aussi de faire parce qu'ils se sont structurés en label. Tout à fait, avec le folklore de la zone mondiale, les trucs, ouais, tout à fait. Et même dans le raga, comment ça s'appelle? Pablo Master, dont tu parlais tout à l'heure, Mickey Mossman, il sortait déjà des 45. Pablo, il avait Youthman Unity. Oui, c'est ça, voilà. C'était donc, tu vois, il avait un son de système. Et les types avaient déjà ils sortaient des disques avec Blue Moon. Oh, ok. Tu vois? Et ils avaient même pris une type qui s'est mis après avec les IZB, tu vois, qui était celui qui tenait l'Élysée-Montmartre. D'accord. Simon. Ok. Je crois que c'est Simon. Si les gens ils se souviennent. Tu vois, dédicace. Mais pour te dire, tu vois. Ok. Alors, c'était tout un gros truc, quoi. C'était un vrai truc. D'accord. C'est important, Edgy. Ok, c'est nickel. Et du coup, on a parlé de Je veux du cash. On va parler de ton prochain projet avec État de choc. Alors, avant de rentrer dans le projet en lui-même, j'aimerais que tu me dises vraiment... Donc, on a parlé un peu de Doug, qui était proche de toi, de DJ Fab. Est-ce qu'il y avait d'autres membres dans État de choc ou alors c'était vraiment Doug et DJ Fab? Est-ce que tu peux... Non, en fait, à la base, j'ai fait État de choc tout simplement parce que moi, je ne voulais même plus que ça s'appelle EGM. Pour moi, nous étions déjà dans un collectif. Et ce collectif, je l'avais appelé État de choc. Okay. Moi, j'étais EGM dans État de choc. Et comme j'avais déjà signé en tant que tel à BMG, tu pouvais pas changer. À Je veux du cash, c'est là que les gens n'ont pas suivi. Parce que à Je veux du cash,
Ok, c'est EGM. tout à fait. Nous vivons tous, c'est EGM. Élément dangereux, pareil. Élément dangereux, c'est EGM, mais qui a déjà créé État de choc. Donc, à 91 sort EGM, État de choc. Ok. Renégat, Je veux du cash, Black and Proud. Mais c'est parce qu'en fait, effectivement, Doug, Charlie et tout plein d'autres étaient autour de moi, et DJ Fab. Voilà. Donc moi, c'est vrai que moi, j'ai essayé de faire en sorte que ils puissent, eux, signer. Mais je n'avais pas la clé, moi. Moi, on me faisait un truc très étrange. C'est, j'ai fait renégocier des noms et des trucs sur des signatures. J'ai dit, non, moi, en fait, mon collectif s'appelle État de choc. Mais on a déjà EGM. Donc, j'ai appelé ça EGM État de choc. Ok. Non, mais c'est très bien. Ok. Et tu le vois dans La Ruelle Bise. Exactement. C'est le dernier Ouais, album. on va parler, bien sûr. Et Doug est sur la pochette. Ouais, Bien sûr, ouais. on va en parler de ce projet-là, il n'y a pas de souci. Et DJ Max aussi. Ah, ok, d'accord. Tu vas nous en parler aussi. Mais carrément. Mais en tout cas, j'incite tout le monde à aller écouter ce projet parce que vraiment, c'est une tuerie. Je vais y venir d'ailleurs par fil en aiguille, mais je voudrais te parler d'abord de Dog Sky. Tu m'avais dit, parce qu'on a parlé un petit peu de Dog Sky tout à l'heure, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est un des membres de Timide et Sans Complexe, rappeur de Vitry aussi. Et tu m'avais dit dans une discussion, parce que bon, on se connaît bien, voilà, on discute souvent, tu m'avais dit dans une discussion que Dog Sky, c'était quelqu'un qui était très proche de toi et qui avait failly intégrer État de choc à un moment donné. Ouais, c'est vrai. C'est pas... Est-ce que tu peux nous parler à non, mais ta façon c'est un truc assez simple. C'est parce que Vinlos était déjà quelqu'un qui habitait à la commune. Moi, je viens de la commune de Paris. Okay. Donc en fait, moi j'étais au 25, lui était au 47. C'est un truc qui s'est passé un peu étrangement parce qu'en fait, en même temps, Doudou avait déjà fait Timide et Sans Complexe. Exactement. Et que Dog Sky était un danseur qui faisait partie de Perfect Line aussi. Donc à l'époque, on se connaissait tous. Et Sky écrivait déjà dans son coin depuis un temps et rappait. Sauf qu'il a toujours eu ce truc, c'était un timide. Ok. C'est d'ailleurs pour ça que Doudou a fait Timide et Sans Complexe. Tout à fait. Dog Sky, c'était un introverti, Sylvain. Moi, je le connaissais parce que, il habitait juste à côté de chez moi, et après, j'étais à Chériou avec lui. Ok, d'accord. Adolphe Chériou. Ok, ouais. Le domaine, ok. Au domaine, ouais. Ok, d'accord. Et donc, vous connaissez depuis tout petit. Ouais, depuis tout petit, je connaissais. Ouais, sa famille me connaissait la mienne. Lui et moi, on a une histoire un peu particulière. Après, c'est. Non, mais c'est très bien qu'on en parle. C'est très proche. Donc, ouais, effectivement, je demande. Comme j'écrivais tout le temps avec beaucoup d'ailleurs, il n'y avait pas que Dog Sky, il y avait les Bourgeois, tu vois, qui avaient t'avais beaucoup de gens avec qui on chantait, on dansait, on écrivait. J'aimais bien ça. Freestyler avec des potes et les pousser à faire leur truc. Mais en étant des fois dans le truc. Mais c'était pour moi... tu vois, donc Dog Sky, il écrit avec moi. D'ailleurs, c'est pour ça que quand j'écris EGM État de choc, eux, ils font le premier album où il y a la tête de... Lyrics Explicit. Explicit Lyrics. C'est le premier album. Le premier album avec Charles Herbier sur Mixit. Oui, avec Putain de Planète. Putain de Planète, tu vois. Je viens de Vitry, tout ça. Voilà. Okay. Mais j'écrivais déjà avec... on avait... Ils font le feu dans le ghetto. À la base, on devait faire le feu dans le ghetto. On avait écrit ça ensemble avec Dog Sky. Okay. Après, bon, c'est vrai que Doudou, lui, il avait déjà son deal avec Charles. Avec Charles Herbier, bien sûr, donc, chez Mixit. Chez Mixit. Et c'est vrai qu'il connaissait aussi Vinlos et qu'il lui demande s'il veut intégrer le truc. Ça se discute un peu déjà entre eux. Et puis moi, j'explique à ceux de État de choc que j'aimerais que Sky intègre notre truc. Ah, okay. Je vois les mecs. Les choses se sont pas concordées au bon moment, en fait. C'est tout simplement, quoi. Donc moi, après, lui et moi, on s'est vus. Ça, c'est un truc qui est... Ouais, c'est la petite histoire. Okay. Je fais,
va là où tu vois, c'est quand même une super opportunité. Doudou, c'est Bien le sûr. poteau. Je trouve que vous allez bien ensemble. Ça va le faire. Non, mais c'est clair. Et Mais d'ailleurs- c'est très Et bien. d'ailleurs, pour que les gens ils comprennent bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de difficulté à faire ce truc après avec les No One. Exact. Donc, on va parler un peu plus tard dans l'émission, exactement. On va y revenir à ce truc des No One. Et d'ailleurs, bah, c'est juste pour la petite anecdote, c'est vrai que toi et Doc Sky, à cette période-là, vous étiez très influencés par Ice Dog. On en avait parlé, tu sais. Ouais, j'aimais bien. On sentait que, et vous deux, vraiment, on sentait que vous aviez vraiment un petit peu la même vibes. Ça aurait donné en duo, je pense. Mais voilà, c'est juste comme ça. Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette influence Ouais, bah, de Ice Dog, du Tough Crew, je précise, c'est un rappeur du Tough Crew. Ouais, voilà. j'aimais beaucoup Tough Crew déjà, tu vois. Rock on. Exact, cette voix-là. Ok, les gars. Rock on. Donc ça me rendait fou, tu vois. Exact. Et c'était vraiment les mecs c'était des sons de New York, tu vois. Lourd, avec des ambiances. Il y avait Team Dog d'ailleurs qui était aussi dans leur bande, tu vois, qui fait Fog Camptown après. Exact. Et donc ouais, c'est vrai, Ice Dog, j'aimais bien sa technique. Après, moi, j'ai découvert Paris. Ouais. Paris, pour moi, j'ai cru au départ que c'était un mec de Los Angeles, mais j'ai trouvé ça super intéressant que sur une ambiance de funky funk, Ouais. t'as une thématique un peu plus sérieuse, un peu Panthers, tu vois. Parce que lui, en fait, c'est Un peu plus à new-yorkaise, un peu pas Public plus, Enemy, la tout ça. Public Enemy, Ok. tu vois, tout ça. Et j'étais aussi bien fan de Chuck D, tu vois. Bien sûr. Donc, c'est vrai que tout ça, ça se périclite, tu vois, ça s'imbrique. Bah, y a pas de souci. Et bah, du coup, on va passer à La Ruelle Bise, l'album qui suit, en 1993. Donc, cet album-là, c'est toujours avec État de choc. D'ailleurs, il y a Doug qui est avec toi sur la Ouais. pochette. Cet album-là, voilà, moi, je donne mon avis dessus, hein, vraiment. J'ai l'impression que c'est celui où tu te fais plaisir musicalement, vraiment. Parce qu'on sent encore ta patte de avant. Tu vois, il y a certains morceaux comme Rap and Roll, tout ça, les morceaux et d'autres morceaux d'ailleurs dans l'album. Hein. Mais quand on regarde, il y a vraiment des trucs très expérimentaux qui sonnent très jazz avec des flûtes traversières et tout. Explique-nous un peu comment tu as imaginé ce Bon, projet-là. la Ruelle Bise, c'était déjà ce que je voulais, j'expérimentais, sauf que j'ai les moyens de pouvoir le faire sans me poser de questions. D'accord. Quand je signe, donc je suis avec BMG, j'allais programmer en fait chez un type qui s'appelait Leto. Ok. Et ensuite, après, je me retrouvais en studio avec Mitch Olivier. Olivier, Ok. qui lui, après, on travaillait la réalisation. Donc lui, D'accord. il n'était pas que mixeur, ingénieur. Il faisait mix et réalisation. Ok. D'accord. Il touchait un peu à tout, quoi. Ok. C'est-à-dire que quand on amenait les titres, il amenait une autre dimension. Ok. Il permettait au titre d'être Je vois audible très bien. dans une fréquence et avec aussi une audition. Ouais, non, une autre vision, un truc. Non, mais une audition. Ouais, ok. Mais en termes sonores. D'accord. Tu vois, Ok. je suis super précis dans ce que je te dis. Hein. C'est-à-dire que le mec était déjà issu d'une culture musicale, que ça soit rock, Bien que sûr. ça soit même reggae, parce que personne et ça soit classique. Le mec avait fait 6e continent, Papa Dom, Maman Dom, Reggae Dom Tom. Le mec avait fait Chagrin d'amour. Ok, d'accord. Ok. Tu vois. Ouais, ok. Le mec est passé par des étapes. Il a vraiment touché à tout, quoi. Tu vois, tous les styles. Ouais. Et puis Ok. voilà. D'accord. Et bah écoute, et donc ça a vraiment apporté une dimension. C'est dû au travail avec Mitch Olivier, vraiment. Ouais, parce qu'avec Mitch Olivier, il avait aussi. Moi, j'avais déjà un côté, un truc très musical. Je connaissais des musiciens. Après, lui, c'est lui qui
il m'avait parlé, j'avais vu, c'est lui qui connaissait bien Bernard Paganotti. Ok. C'était ses potes. Tiens, Christian Burin, tu vois, Christian qui faisait de la guitare, qui ramène Philippe Brich Ok. au clavier. D'accord. Tu vois. Ouais, il y avait d'accord. Donc, des mecs. Ouais, c'est des types que après tu retrouves dans. Alors ils appelaient ça à l'époque des requins de studio, mais c'était aussi les types qui étaient sur les plus gros. Oui, oui, qui vont en tourner avec des tourner pointures de avec fou malades. Oui, des oui. pointures de fou. Hein. Tout à fait. Ça jouait Exactement. que avec Jonas ou toutes les plus grosses chanteuses françaises et ce que tu veux. Et d'ailleurs, après, Mitch, il continue ses expérimentations sur les albums. Il réalise les trucs de Gynéco ou d'autres et tout plein de groupes. Il est partout, le mec. Si on regarde V'là les CD dans les crédits, tu sais, des livrets, il est partout. Dans V'là les trucs. Enfin, franchement, il y a plein de où tu peux le retrouver, quoi. Alors après, tu vois, c'est parce que il a l'oreille musicale et l'esprit musical. C'est-à-dire que lui, il voulait pas vraiment. Il savait, mais il voulait pas se prendre la tête à faire de la musique en tant que prod. Il voulait faire de la musique en tant que prod, réalisateur. Il allait encore plus vite que plus loin que les autres. Ok. Lui, quand tu ramenais des sons, c'est à des gens, moi je dis rien, mais moi j'ai entendu leurs sons au départ et à l'arrivée. Au départ, les caisses claires, elles étaient comme ça. Ils te rajoutaient des effets, ils te disaient change ta caisse claire. Les pieds, c'est pareil. C'est un Et ils métier. te mettaient un son et après, le son, quand tu l'entendais en soirée ou sur la bande FM, si tu étais passé au studio, tu savais très bien que Mitch, il avait fait un taf de fou pour pousser la réalisation du compositeur. Tout à fait. Non, mais Quant aux artistes, entre nous soit dit, hein, c'est le type. Moi, je vais dans des vérités, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps que je m'exprime comme ça avec tout le monde. J'ai pas forcément envie de le faire. Je t'en prie. Tu vois, c'est très spécial, donc je me permets. C'est que c'était un type qui changeait les micros. C'est les premiers mecs qui te mettent des micros à lampe, des Neumann, suivant les atmosphères, parce qu'il écoutait beaucoup de disques qu'on échangeait et tout. D'accord. Ok. Pour que tu aies cette chaleur dans la voix quand tu fais des prises. Donc dans la Ruelle Bise, tu as des prises de son et des voix et des morceaux qui étaient vraiment spéciaux. D'accord. Ok. Pour ça. Ok. Donc moi, des fois, moi, je regardais les gens, ça m'amusait, ça me faisait sourire. J'étais déjà dans une tendance où j'allais à Londres, et à Londres, c'était déjà l'acid jazz. Ok. Ouais. Ok. Non, mais tu vois, non, mais c'est... Donc j'avais ce truc où j'avais fait déjà la Californie, donc tout ce qui est LA, Sunshine, Oui, les musicos, tout ça. le rock californien, il y a cette ambiance, mais vraiment dans la Ruelle Bise. Et tu as aussi une ambiance très jazz dans la Ruelle Bise. C'est-à-dire c'est ces deux ambiances Exactement. qui c'est très hybride comme album. Mais pour terminer là-dessus, c'est qu'à l'époque, moi, je rentre dans une tendance où aux États-Unis et à Los Angeles, les mecs font la même chose et finissent avec des producteurs comme Madlib. Mais au départ, c'était Del Homo Sapien, qui était le cousin, et Casual, et tu vois, The Hieroglyph, qui faisait cette tendance. Donc des skateurs, des mecs qui rappaient un peu en décalé sur le beat, très laid-back, avec des grandes histoires. Del Homo Sapien, c'était le cousin de Ice Cube. Donc t'imagines que le cousin de Ice Cube ne faisait pas vraiment trop de bise avec eux, parce que c'était le gangsta rap. Moi, je m'échappe du gangsta rap. Quand je vais à Los Angeles et que je vois ce que c'est que le hood, les ghettos, j'ai fait Crenshaw, Linwood, Inglewood, Compton, pour de vrai, avec... T'as vu la réalité du truc, c'est pas... J'avais même déjà fait ça, au départ, je fais ça avec DJ Fab. Hein. Ok, d'accord. Et moi, après, je vais un peu plus loin, j'y retourne, moi, parce que j'ai de la famille et des amis, et moi, après, je fais un peu plus loin, je fais, comme je te dis, je fais Crenshaw, Inglewood, Linwood, Compton, je suis dans le hood, je suis, ah ouais, d'accord. C'est ça la vie de négro là-bas. Donc après, moi, quand je reviens ici,
Je vois la ce que tu veux dire. mouvance ici où je me dis, on se prendre la pète, vraiment faire de la musique. On n'a rien à prouver, on va au bout. Ceux qui veulent jouer, qui jouent, ils savent très bien qui nous sommes. Bien sûr. On est nés, on est Ok, non mais il y a pas sur de le souci, bitume, Edgy. mec. Ok, d'accord. Bah, en tout cas, vraiment, je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. Vraiment, c'est une pépite. C'est un 15 titres, voilà, magnifique. Et du coup, à cette période-là, Edgy, après, tu peux le dire à ta façon, brièvement, comme tu veux, mais c'est le moment où ça va s'arrêter avec BMG, du coup. Ouais, ça s'arrête. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu pourquoi, voilà, rapidement, à ta façon? Moi, je fais pas déjà. C'est vrai que c'est la promotion. Ils savaient pas me vendre. BMG, en fait. Ouais, ok. Le seul truc, c'est que sur ces 3-4 années, j'ai jamais eu de clip payé et Mhm. diffusé chez BMG. D'accord. Les gens ne se sont jamais. Moi, je faisais pas d'histoire. Bon. J'ai pas fait de clip pour Je veux du cash. J'ai pas eu de clip pour EGM et Choc. Et j'ai pas eu de clip pour La Ruelle Bise. C'est quoi? C'était Rapline qui faisait les clips C'est des de tournages. Renégat, de C'est des Éléments tournages. Dangereux? C'est des tournages M6. Les mecs ont C'est été encore Rapline, plus, ok. plus violents. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, Ouais, des c'est fois, important. les mecs. Mais moi, tu sais, j'ai des types je comprenais pas ce qu'ils me racontaient. Mhm. Moi, ça me dépassait. C'est pas que je me faisais arnaquer ou quoi aux caisses. Tu sais, moi, j'ai souvent des trucs, c'est des gens, ils avaient des coups de cœur. Donc, pour Upline, c'est que les types qui faisaient l'émission Upline Ouais, ok. Ouais. étaient déjà avaient bien aimé Le morceau. le morceau, ouais. l'ambiance. Donc, ça avait été réalisé par Jean-François Montmirel. Ok, d'accord. Et Jean-François Montmirel, avec. Je sais pas si c'était Eric Mohamed. Ils ont pris Renégat. Ils l'ont topé le soir dans les clips de la nuit. D'accord. Mais ok. dans tard la nuit. Donc en fait, à un moment donné, comme ils faisaient une espèce de tournerie M6 et Ok. qu'ils avaient le logo, ils t'ont envoyé entre 2-3 Mylène Farmer et. Bah, c'est bien, Marc, c'est très Tu bien. vois le truc ou C'est ça pas qu'il faut, hein, c'est ça. Donc, tu C'est vois, ça, ouais. Ok. tu sais, tu faisais. Donc, moi, après, on me dit, mais ton clip, il passe la nuit. Je dis, mais comment ça, il passe la nuit? Mais non, il passe. fort. Ils l'ont peut-être diffusé 2 fois à Rapline. Il me dit, non, il passe la nuit à telle heure. Donc, au début, je crois que les mecs sont tous en train de me raconter. Mais t'as 1, 2, 3. Et après, c'est les Pinko, elles te disent ça. Tu fais, mais attends, à quelle heure? Ah, Et puis, tu vois, hein. tu te places. À la télé, tu Ah ouais, c'est restes très devant fort, une télé pour voir. Tu fais, ah d'accord. Et quand j'ai eu les mecs, ils m'ont expliqué. Ok. Et bah écoute, bon, en tout cas, c'est la période donc, de la fin avec BMG, La Ruelle Bise, comme je l'ai dit, allez l'écouter. Et là, on va passer au projet avec No One Is Innocent, du coup, qui sort en 1995, avec Timide et Sans Complexe aussi. Vous faites un projet en commun, en fait. Est-ce que tu peux nous dire comment tu te retrouves sur ce projet? Alors, j'explique vite fait en introduction pour les gens. En fait, No One Is Innocent, c'est un groupe de rock alternatif, punk et tout ça. Et donc, c'est un album de fusion, enfin un EP de fusion entre rap et rock alternatif. Voilà. Donc, Edgy, comment tu te retrouves sur ce projet-là? Moi, en fait, c'est mon directeur artistique Ok. qui m'a fait écouter ça. J'arrive en fait dans le directeur artistique de l'époque. Ok. Putain, j'ai un peu un des trous de mémoire comme j'aime pas. C'est Marc Linet? Marc Linet, Voilà. exactement. Ok, nickel. Exactement, c'est Marc Linet. Donc j'étais pas sûr, mais Marc Linet, j'arrive dans son bureau et t'as ce premier EP qui est marqué No One. Ok. Où Avec leur logo, là. Avec le logo, où tu as ce corps ça m'a fait un peu passer à Bad Lieutenant de Abel Ferrara. Ok. Tu vois, c'est une pochette cartonnée, c'était un 4 titres, 4-5 titres. D'accord. Et ça cartonnait. Ok. Je regarde ça, je fais, c'est quoi? Il me dit, oh, ouais, dis, tout. Je fais, ouais, fais goûter. Fais voir, c'est vrai, arrête ça. Moi, j'étais déjà. Mais Marc Linet arrive après Piranha. Ok. D'accord. C'est Piranha qui me signe. Donc Marc Linet ne me connaissait pas. Il entend parler de moi, mais il ne me connaissait pas.
Ok, incroyable. Ok. Donc lui, il prend le relais. Et moi, quand j'arrive et que je vois ce CD de No One is Innocent, Ouais. donc c'est là que bah, Tu prends connaissance de ce groupe, quoi. j'écoute, tu vois, et je dis, ah, c'est cool. Et après, il me dit, ben, ils aimeraient éventuellement faire un disque avec des rappeurs. D'accord. Et donc, il te propose automatiquement... Et il me dit, ils sont sur un projet, tu vois, à cette époque, avec... où Doudou est déjà arrivé, parce Doudou que je crois Masta, que ok. c'était ouais, Doudou, toujours en place. Je crois qu'il faisait des enregistrements, je crois que c'était l'hôpital éphémère. Et donc, là-dedans, il se retrouve à buffer avec Doudou. Ok, d'accord. Ok. Et ils voulaient... ils étaient aussi en contact à l'époque avec Squat. Ils voulaient Assassin. Parce qu'ils aimaient... parce que No One, à l'époque, Kemar, était quand même très revendicatif. Oui, comme Assassin. Assassin était connu pour ça, bien sûr, pour Tu vois, leur texte avec, avec l'écologie, tout ça, ouais, l'éducation. dans la thématique sociale, Exact. ils connaissaient leur sujet, ils étaient super engagés. Mhm. Moi, issu des quartiers populaires, d'ici, t'es déjà élevé à ça, à Vitry. Oui. Non, mais de toute Donc, façon, moi, je le prenais différemment d'accord. dans le truc. Mais Mais du coup, Rockin' Squat aurait pu se retrouver Ouais. sur ce projet-là. Ok, d'accord. je sais Ok. pas, je sais pas s'il a dit non ou comment ça s'est passé dans le timing. Mais Pas en de tout cas, souci. normalement, Rockin' Scott, en tout cas, Assassin, il devait faire partie du projet et avoir un titre dedans. Non, je te Ok. jure. Ok, d'accord. Et du coup, ce projet-là, comment ça s'est passé un peu les enregistrements? Vous Ben, étiez tout le temps ensemble? Il y avait tout le temps Timide et sans complexe? Tout le temps No On a One? même Tout le temps fait toi? on a même fait une ou deux dates en résidence. D'accord. Il y a un concert, ils nous ont emmenés avec eux en deux concerts et on a fait une date en résidence pour préparer l'enregistrement. Ok. D'accord. Donc en fait, il y avait des répétitions à Paris Ok. où s'il y avait des propositions, ils faisaient déjà des compos et chaque groupe de toute façon devait avoir sa chanson, Ok. son titre avec eux D'accord. et aussi que ça fusionne. Exact. Parce Tu que vois c'est le cas dans le projet. Il y a des morceaux où toi, t'es tout seul. Par exemple, d'ailleurs, on va y venir à Doggy Dead. Et il y a des morceaux où il y a Bah voilà, ouais. TSC, voilà, il y a tout le monde. Bah, d'ailleurs, bah, voilà, j'en profite. Doggy Dead. D'où t'es venu l'inspi de ce morceau-là? Alors ça, encore une fois, comme je t'ai dit, c'est ça qui est marrant, c'est que Kemar, il me comprenait dans cette folie punk, rock, rap et tout, tu vois. Donc il a commencé avec l'équipe de batteurs il est parti en ska super violent et tout. Et il a commencé vraiment Ouais. à envoyer. Et il m'a dit, ouais, moi j'aimerais bien que on fasse un truc et tout, un peu plus... je te vois bien dans ce truc. Donc il a commencé un peu un truc, give me my dog. Je dis, c'est pas mal ça. Un peu rock and roll, Ah, un il peu envoie le Hendrixien et morceau, tout, hein, tu de vois. toute Et lui, il écrivait en anglais, Ok. Oui, c'est vrai. Bah oui, il chante en anglais dans le morceau. Effectivement. Ouais. tu vois. Ouais. Donc je fais, ah, d'accord. Donc j'ai mixé ce truc anglophone, angliciste, tu vois, avec lui. Et on avait l'idée de faire un truc un peu particulier. Vas-y, on va tuer ton chien mort, t'es qu'un chien mort, t'es que des trucs, on sait pas. Si ça a commencé à écrire. Et j'ai aimé ça Il est excellent le morceau. dans l'enregistrement. Il y a d'ailleurs même, je crois, la boîte de production, elle avait fait 2 clips. Et Doggy Dead a été filmé. Ah, ok. Parce qu'il y a Anti-Politique qu'on connaît. Vous pouvez aller le Anti-Politique. voir. Hein, il est sur YouTube. Ouais. Et Doggy Dead aussi. Ah, ok, mais il y a pas de... mais le clip y a est pas pas de- sur YouTube. Ouais, le clip est pas sorti. Mais Bon, moi, si j'ai un jour vu une quelqu'un fois. retrouve, C'est vous avez les ce images. serait mortel. Non, mais je te jure, c'est complètement fou. ah, c'est- Il y a plein de trucs comme ça. Mais dans le clip, il y avait quoi, genre? Parce que vu le morceau, On était dans la même ambiance que tu vois sur scène, mais beaucoup plus cadré. C'est un truc un peu qui aurait pu tourner en 360, très rock'n'roll, Ok. très déjanté. Donc
Ouais, ça fightait vraiment. C'était vraiment ce truc entre Kemar et moi, avec d'ailleurs la même ambiance Que dans Antipolitique. que dans Antipolitique, où t'avais Doudou, où t'avais Sky, et voilà, c'était... C'est mortel. Franchement, c'est mortel. Alors, j'invite tout le monde à aller écouter ce projet. Hein. Bon, c'est une tuerie. Bah, tu sais, de toute façon, on en parle souvent. Et du coup, dans un autre registre, en 1995, toujours, tu vas poser avec The Mighty Bop. Donc, c'est Chris de French Kiss, mais qui est Bob Sinclair, c'est ça? Bob Sinclair, ouais. Bob Sinclair et DJ Yellow. Ouais, Yellow. Et ça va être là, le freestyle linguistique. Pardon, excuse-moi, je confonds toujours les titres. Donc, c'est le freestyle linguistique, c'est le nom du morceau, hein, c'est bien ça. Ouais, non, mais t'as raison. Parce qu'en fait, Chris et Yellow, c'était Alain et... tu vois, qui était Alain O, qui était un DJ. Okay. Et Chris the French Kiss, qui était Chris, qui est Bob Sinclair. Ah, c'est parce ça. qu'en fait, ces types étaient déjà des DJ, étaient déjà des types qui étaient déjà des amoureux de la musique et qui étaient déjà hétéroclites. Ce que les gens savent peu, par exemple, c'est que Chris, moi j'allais dans les soirées, il passait du rap. Ouais. C'était un pointu. Moi j'étais fan, j'aimais beaucoup les productions de DJ Premier. Okay. Et de Lord Finesse. Il a là les disques. C'est lui qui sortait les. Il a là les disques. Ah, mais c'est important de le dire. De cette période new-yorkaise. Moi, quand j'allais voir Chris, il était au Halles. Ok, d'accord. Tu vois, dans les quartiers anciennement des Halles. Mais les Halles, tels qu'ils étaient. Cette période où. C'est comme un Rungis, le marché des Halles. Donc avant, c'était des groupes couvertes. Ils ont sorti les gens des Halles. On en refait des appartements. D'accord, ok. Tu vois, okay, c'est un truc de fou. Donc tu croyais que tu étais dans un truc de bourgeoisie parce que c'était le quartier. Mais à la base, non, personne ne voulait habiter là-bas. Donc il s'est retrouvé un peu là-bas. Je trouvais ça un peu sympa dans le truc. Mais je savais c'était quoi. Et on avait donc un peu des... quand on avait un peu de temps et qui me permettait de me dire vas-y viens passe ok, et donc ça s'est fait comme ça ok. Et pour freestyle linguistique c'est super simple hein. J'arrive chez lui, il me fait écouter des prods et tout parce qu'il faisait déjà avec East. Oui, il avait fait I Told Ya. Voilà, c'était sorti chez lui, chez Yellow Production. Chez Yellow Production, ouais. Exactement. Il y avait des trucs avec, je crois, DJ Bronco. Je crois même qu'ils avaient fait un truc avec Légitime Processus. Okay. Bon, en fait, les mecs étaient productifs. Ils sortaient des vinyles et ils invitaient des artistes qu'ils aimaient bien tu vois, se faire connaître. Ok. Donc ils avaient un pied, entre guillemets, dans le hip-hop, quoi. Ils avaient déjà... Donc ça s'est fait naturellement entre vous et... Moi, comme je les connaissais, il est vrai que j'avais fait la rue et le bise. Donc cette ambiance très jazzy. Et toute cette mouvance, ça me plaisait bien. Donc moi, il est venu, il m'a fait écouter... je suis venu, il m'a fait écouter des beats. J'ai kiffé le beat de freestyle linguistique. Ouais, qui était très ambiante, très lent et tout. Mais pas convaincu que ça l'a surpris, en fait, d'ailleurs. Que j'ai aimé ce... Il s'y attendait pas, quoi. Non, ouais, il avait d'autres trucs. Il aurait pensé que ça aurait été plus... Macam, qui l'a proposé d'ailleurs, à d'autres et tout. Moi, j'ai aimé ce titre. J'ai commencé un peu à écrire, m'ambiancer là-dessus. Et quand il m'a amené en studio pour la finalisation, on était chez QTB. Ok, d'accord. Donc moi, j'avais une partie du gimmick et de mon texte. D'accord. Sauf que quand il m'appelle, j'ai un peu le truc et j'ai perdu la feuille chez moi ou je sais pas où, mon texte, tu vois. Donc je lui dis, écoute, t'as une feuille, un papier, j'ai un peu gratté le truc. C'est pour ça qu'il dit que je l'ai écrit en 15 minutes sur le coin d'une table. C'est que je suis venu, et en 15 minutes, j'avais 15 minutes pour écrire freestyle linguistique. D'accord, ok.
Mais t'avais encore des phrases dans ta mémoire. Oh, Un ok, peu. d'accord. Ok. Un peu. T'as fait un mix des deux, quoi. Mais pour tout le reste, j'ai dû l'écrire en 15 minutes, montre en main, et après, va En au mode pression. Ok. Bah, c'est bien. Bah, c'est ce qu'on aime, les petites anecdotes comme ça. C'est nickel, mon Edgy. Ok, bon, en tout cas, j'invite tout le monde à aller l'écouter. C'est une pure tuerie, hein. Je sais que Osmose l'affectionne particulièrement ici présent. Donc voilà, dédicace à Osmose. Ok, Edgy. Bah, là, on a abordé tout ça, donc avec Mighty Pop et tout ça. Là, j'aimerais que tu me parles. Donc, on est en 1995. C'est le moment où tu vas faire la J-Prod, donc qui va être ton label. Et tu vas être très présent avec un rappeur qui s'appelle Nigafi. Voilà. Qui d'ailleurs pose sur l'album de La Ruelle Biz, sur le système. Voilà. Parle-moi un petit peu de toute cette période où vous faites Killa. Vous allez poser sur Time Bomb Volume 1 aussi. Tu vas faire Félé. Lui, il va faire L'âme d'un gangster, si je dis pas de bêtises. Voilà. Parle-moi un petit peu de toute cette période avec Nigafi. Comment tu l'as rencontré, etc. Je t'en prie. Nigafi, c'est Kemar pour moi déjà. Il était dans un groupe à l'époque c'est vraiment un type de mon quartier. Ok. Qui habitait lui juste l'allée du Mail, tu vois. D'accord. Donc c'était plus jeune que toi, hein, Nigafi. Oui, plus jeune. J'ai souvenir d'avoir dû demander parce qu'à l'époque il pose dans la rue Elbise. Tout à fait, dans le système. Le système. Et il devait avoir une autorisation de sortie. On devait donc faire un concert en Italie. D'accord, ok. Nous, on a été sortie de territoire, tu veux dire. Ok. Donc, on a dû... comme il était mineur à cette époque-là, donc il a fallu faire une autorisation de sortie. Le mec a 17 ans, en fait. Pour être très précis comme ça. Moi, Ah, bah c'est très bien. C'est ce que j'aime. Parfois, moi, je sais pas. Les gens le savent. Tu vois, moi, j'aime pas trop exposer des trucs. Je suis un grand blagueur. Je t'en prie, moi. Pour moi, il y a des trucs qui sont pas. C'est pas une histoire de privé. Ils font partie de l'intimité de vie. Pour moi, c'est normal. Y a pas de Donc, souci. en fait, c'est vrai. Nigafi, il apparaît sur le système en 93. On a déjà aussi autour de nous d'autres jeunes. Moi, j'aimais beaucoup parce que Doug, dans État de choc, amène Massira. D'accord. Okay. Et Jonathan, et il amène Youssouf. Ok. D'accord. Okay. Donc, tout ça, là, ça te donne Cercle Vicieux. Ok. D'accord. Escadrille. Ok. Tu vois, c'est quand même... tu vois. Et derrière, tu avais Rachid qui était dans TFB avec nous. Ok, dont tu as parlé tout à l'heure, exactement. Donc il y avait tout un collectif, quoi. Okay. Qui gravitait avec nous dans État de choc, mais qui sort un peu, tu vois. C'est des types que tu vois sur la pochette. Okay. De Je veux du cash. Derrière, en fait, quand on regarde la pochette de Je veux du cash, tu vois des types qui sont derrière moi. D'accord, ok. Et dans un de ces types, d'ailleurs, son frère est dans la rumeur. Okay. C'est Mourad de la rumeur. D'accord. C'est déjà des types qui poussent un milieu et en même temps une structure. Moi, je suis le mec avec qui il s'intègre. C'est des types du 78, du 7-8. Ils s'imbriquent avec moi, mais... on est ensemble, donc je leur apprends le business. Et donc forcément, ça fait un peu boule et ils de m'apprennent, neige. Moi, je kiffais, j'allais à Elancourt, les petits prés, Trappes, la Verrière. J'aimais bien, moi, le 78. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, non, mais c'est... même Lafouine en parlait, d'ailleurs, dans le docu dont on va parler. Lafouine disait, je voyais souvent JM quand j'étais un peu plus Lafouine, jeune. d'ailleurs, je t'en prie. Je le connais pas vraiment personnellement, mais je le voyais déjà, moi, Lafouine, parce qu'il était avec des mecs que je connaissais. Il y avait Mamadou des Petits Prés et Bakary. Mm-hmm. Et un autre encore et tout. Je perds son nom. Non, mais c'est pas... Je perds son nom. Non, mais pourquoi je dis ça, c'est qu'il l'avait pris... c'était les mecs de la Meurise, les Meurisiers. D'accord. Okay. Donc, ils avaient ce type où je voyais qui avait déjà un style rap. Et je l'ai entreaperçu faire un petit freestyle. Je trouvais qu'il était très de speed. J'ai pas eu le temps de... Moi, j'étais dans le 94. Je suis un mec du 9-4, Vitry. Donc déjà, pour se déplacer dans le 78,
moi, je sortais vraiment du département. C'était déjà très maniaque. Donc, je passais du temps avec eux où moi, je leur disais, mais venez les mecs. Tu vois, donc moi, j'amène avec moi Nigga Phi, qui était déjà dans une mouvance où on connaissait déjà tout le monde. Que ça soit Mafia Cafri, Expression directe aussi. Qui s'est créé autour. Ils gravitaient. Exactement. C'est-à-dire que Mafia Underground, tout ça, ça gravitait. Après, c'est des connexions entre les gens. C'est ça, oui. Comment ils ont envie de faire les trucs ensemble, tu vois. Et du coup, donc, vous faites ce projet-là avec Nigga Phi. Donc moi, vraiment, j'adore aller écouter, pareil. T'as encore contact avec lui aujourd'hui? Ouais, Nigga Phi, c'était un producteur. C'est un producteur sonore. D'accord, il bosse en studio régulièrement. Déjà, à l'époque Nigga Phi est pareil pour moi que Sully B Wax. C'est-à-dire que Nigga Phi est déjà un mec qui se met à programmer sur des machines. Il avait un petit synthé, il créait des mélodies, il adorait cette ambiance P-funk new-yorkaise et un truc un peu LA, mais qui nous est propre, qui était... nous, on était Death Row Inmate, c'est-à-dire Dr. Dre, The Chronic. Après 2001, un truc, mais nous, c'était ce son pour vraiment LA. Ça se sent dans les trucs de Sully et tout, mais avec Sté et tout. Tu vois. Mais après, en dehors de ça, comme moi j'aimais bien la P-Funk, George Clinton, et j'aimais bien aussi EPMD, j'aimais bien cette espèce de son lourd. Donc lui, il aimait beaucoup Parliament. Ouais. Oui, tous les trucs de George Clinton, Funkadelic, la particularité du son qu'on aimait, c'est que effectivement, Nigga Phi et moi, on aimait beaucoup écouter le Def Squad. Et on aimait beaucoup le style de Redman, de MX dans les productions Rock Ryler et tout. Donc t'entends une espèce de son qui tourne machine, un peu rond et assez lourd. Et ça, j'aimais beaucoup ça. Ce mec a appris très vite à programmer. Comme ça, je dis les choses telles quelles. Il écrivait. C'était pas un mec qui voulait se cantonner déjà de base. Il avait un père musicien, on a tous un peu des trucs. Et il voulait pas se cantonner, mais très naturellement à être juste un MC. C'était pas ça pour nous. Pour moi, c'était un petit prodige, c'était un petit frérot. On l'amène. C'était le cousin de mes potes, qui étaient des mecs de Cousy, Mario Capra. Pour moi, c'était la famille. D'accord, ok. Ah, je vois très bien. Et je l'avais connu avec d'autres groupes. C'est la famille. Ok. Et c'est très fort, Mouedji. Et écoute, s'il nous regarde, Nigga Phi, on le salue très fort, vraiment. Et puis, j'invite tout le monde à aller écouter ce projet. Vraiment, c'est tous les projets, que ce soit comment ça s'appelle, le G-Squat album concept volume 1. G-Squat album concept volume 1. Donc j'ai fait, c'est ça. Avec lui, on a programmé et je l'ai laissé. C'était lui qui a beaucoup programmé avec. Et qui a réfléchi. Moi, j'avais déjà des idées, j'avais déjà une ambiance. Je faisais aussi un peu office de réalisation dans des finitions. Mais il fallait que je passe du studio au business. Parce que j'avais créé J-Prod. Et le premier truc que j'ai voulu faire pour J-Prod, c'était avant tout de faire Nigga Phi. Comme on avait fait à la même période le système. Ouais. Après, on a fait Home Killer. Ouais, bien sûr. Ouais. Parce que Nigga Phi, c'était un mec super productif qui écrivait tous les jours, qui faisait des beats tous les jours, qui avait déjà des... Ce mec, on aurait eu les moyens à la base. Il t'aurait pas eu que l'âme d'un gangster ou Home Killer. T'aurais déjà eu un album. Sauf que, je le dis, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Sur un principe, t'avais pas le net. Et la possibilité d'envoyer direct ce que tu mixais et ce que tu faisais sur le net avec des plateformes et le réseau pour que tu puisses être toujours dans cette cadence et ce calendrier de production et de productivité. Et écoute, je te propose qu'on passe à la suite.
l'album Controverse en 1997. C'est enregistré en même temps que le Controverse. C'est la même période. Voilà, c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois. C'est enregistré en 96 en fait. En fait, j'enregistre Controverse et G-Squat en même temps. Ok, d'accord. Donc c'est la même période. C'est la même ambiance. De toute façon, on sent. Hein, ouais, voilà. Allez écouter. Hein, c'est vraiment le même style, un peu sombre, hein, on peut le dire. Controverse, il est assez. Voilà. Ouais. Moi, en fait, moi, ce que je fais concrètement, c'est que je dois faire deux projets et d'autres encore. Donc, à cette période, j'enregistre la G-Squat parce que c'était le moyen, parce que on écrivait ensemble, il y avait aussi Beagat et d'autres. Exact. Tu vois, mais à cette période, on connaissait Sté, Noxious, yes. Sully Biwax, bien sûr, la Mafia Underground et d'autres. Ouais. Donc en fait, des fois, on se retrouvait soit se retrouver sur des concerts. Moi, je te le dis, nous sommes allés sur des concerts. Où à l'époque la Mafia Underground et les Little ils avaient des concerts, donc des fois ils nous disaient viens avec nous. Donc nous on se retrouvait dans des trucs où on n'était pas programmés. Et du coup tu m'avais dit que sur cet album il y avait Patrick Colleoni qui avait joué un rôle important de Night and Day, bien Patrick sûr. Colleoni, voilà. mais j'avais entendu parler de lui par tous ceux qui étaient rentrés dans le cercle de l'indépendance. Donc, avec Night and Day. Donc en fait, moi j'entends parler de Patrick Colleoni non seulement par Don Scarper, qui fait l'univers des Lascars, j'entends parler de Patrick Colleoni par Weedy. Par contre, celui qui me présente Patrick Colleoni en tant que tel, c'est Mitch Olivier. Mitch Olivier, yes. Ouais, voilà, on en revient toujours à Mitch Olivier. Non mais c'est ça, c'est fort. Tu vois, et donc Patrick Colleoni va t'aider à sortir ce projet. Hein. Patrick Colleoni me écoute Controverse et sait que j'ai monté J-Prod. Ok. Donc il écoute Controverse et j'ai déjà dealé la G-Squat parce que j'avais dealé la G-Squat avec Benny Malapa, avec qui j'avais déjà fait Rap Attitude. D'accord, oui, on en parlait tout à l'heure avec Benny, ouais, bien sûr. Et je fais la G-Squat avec lui, en licence. Il me permet d'avoir une exposition sur WMD Arcade. Bah écoute, moi ce projet-là, Controverse, en tout cas, tu sais très bien que je le Controverse, c'est une finalité. C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi moi j'appelle ce projet Controverse, c'est ce que j'en ai trop entendu, je suis fatigué. Je dis, mais tout ça, c'est de la controverse. On me demande de donner un nom à l'album. On me demande même de donner une référence pour pouvoir avoir un code barre. EJ 4932. Ok. Donc, d'accord, il faut une référence. Si ceux qui ont les controverses qui sont sortis à moins de 2000 exemplaires, ils ont juste à regarder EJ 4932. Okay, c'est ce que je donne à Patrick Colleoni parce qu'il me demande de lui donner en temps réel, comme on est en train de se parler, une référence, un code, pour que j'ai un code barre qui puisse être sur le CD pour être référencé et arriver à la FNAC. Et c'est assez marrant parce que je rencontre à cette période Don Scarper, qui fait l'univers des Lascars. Et en même temps, je recroise Cut. Et en même temps, l'équipe donc je vois Daddy Lorty, qui font Conçu pour durer de La Clica. Ok. Tu comprends, moi, l'état d'esprit que j'ai. C'est-à-dire que moi, je rentre dans un truc qui est comme à l'époque pour un Jimmy Iovine, qui est un Interscope. Voilà l'état d'esprit de Patrick Colleoni. Il ne veut pas signer une personne. Il a compris qu'il y a un mouvement et une industrie qui peut fonctionner. Il n'est pas simplement juste un visionnaire business. Il est autant culturel que visionnaire
Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc moi, en non, fait, mais ça se sentait de toute façon. c'est des genres de... Quand tu vois les trucs, c'est des comment genres ils de types comme ça. s'expriment et tout. Moi, c'est très clair. Mm. Moi, quand je quitte les maisons de disques, j'ai pas de problème avec les directeurs de maisons de disques. J'ai un problème avec une façon de faire avant que certains directeurs arrivent en maison de disques, moi, j'ai pas de problème avec ça. Non, mais c'est J'ai ça. une chance. Il faut que Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on a tendance à oublier qui ont ouvert réellement les portes, qui se sont sacrifiés, mais qui ont pas seulement se sont laissés sacrifier ou ont été sacrifiés ou ont évité le sacrifice. Mhm. Tu vois? Ah, mais c'est Johnny clair. Go, Destroyman, Lionel D, Dynasty. Nous, on arrive après. C'est important de le dire, c'est clair, Edgy. Ok, bah voilà pour controverse, allez écouter, hein, voilà, avec le feat avec Doc Sky et vocal en plus. Murda, voilà, magnifique, que j'affectionne particulièrement. Il y a aussi, d'ailleurs, je fais une dédicace à mon frérot, parce que Rude Lion, c'était mon frérot aussi, qui était dans KGB. Yes, Rude Lion, bien sûr. Donc, il fait Ghetto Youth Progress, où tu as Ilpi, donc Little P, Melaz, et tout. Et il le fait avec Frankie. Directe, voilà. Avec Expression Directe. Il le fait avec Frankie de Choisy et un autre type qui Don Lascar. Don Lascar. Tu vois? Ouais. Donc, quand il crée Ghetto Youth Progress, il est déjà dans le même archétype que Rapatitude. En fait, pourquoi je te dis ça? C'est que tout ça, c'est qu'une continuité de gens qui ont juste se sont côtoyés ensemble. Et moi, je n'ai juste que le mérite d'avoir cru et d'avoir été loin. Et bah, c'est juste ça. Mais j'étais pas tout seul. C'est pour ça que souvent je dis nous et les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que j'ai écrit mon premier titre, c'est Nous vivons tous dans une ère de violence. C'est pas je vis seulement. Ok, bah c'est nickel. Bah écoute, donc voilà, on a parlé donc de tes derniers projets des années 90, du fait que tu fasses de l'animation dans les années 2000, que tu mettes un peu la musique de côté, ça a été un passage de ta vie. Là, on va passer... Jusqu'à 2017. Voilà, bah, même un peu avant, parce que vers 2012, tu devais sortir un album qui s'appelait Le Baroudeur, mais qui n'est pas sorti. Mais on sait que tu as fait des sons, même il y a eu des sons qui sont sortis, avec Qu'est-ce qui nous reste, des choses comme ça, voilà. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la raison pourquoi Le Baroudeur n'est pas sorti? Le Baroudeur, c'est un truc super simple. Tu vois d'ailleurs, je passe une petite dédicace à mon pote DF Prod. On va se voir, je vais te choper Frollo. En fait, tu vois, Le Baroudeur, c'est pas une histoire qui est simple. Je bosse avec un type qui me fait confiance, DF Prod, qui me kiffe. On est dans le quartier. J'avais déjà fait avec eux divers faits. J'étais dans une ambiance de la 25e. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je suis dans Val de Rap. D'accord. Parce qu'à cette période, je côtoie aussi toute la nouvelle génération de Vitry. Donc, c'est vrai que j'ai eu la chance de voir Rappeur d'Instinct, d'où sont dégagés des Sikou MC qui tu vois ce que je veux dire. J'ai eu LCK, j'ai tellement eu de groupes. Et tout ça, c'était des trucs qui étaient déjà dans Vitry Club. Ouais. Et qui étaient aussi dans la compile de ODB. Voilà, la compile de ODB. Avec la pochette rose, là, voilà. je me souviens. Okay. Tout ça aussi, ça émane déjà aussi de cette effervescence et aussi d'une plume pour tous les vitriaux. D'accord, ok. Et du coup, tu dis que tout ça s'est fait donc, dans cette effervescence-là. Et comment ça se fait que Le Baroudeur n'est pas sorti? C'est quoi la raison du fait que... Donc, dans Le Baroudeur, moi, le seul truc que j'ai pu faire, c'est en amont, on avait fait divers faits. Ensuite, Le Baroudeur, il y a un problème qui est très simple. Autre chose que technique. Tu as un disque dur qui pète, qui saute. Ah ouais. Tu as tout le baroudeur qui s'en va. Okay. On essaie de reprogrammer le baroudeur. On refait. Donc, le premier truc qu'on donne et qui existe, c'est Incident de parcours. Exact. Oui, il y a le titre qui est trouvable. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais l'album, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent à beaucoup de gens en plus, c'est ce genre de choses. Hein, moi, j'ai 2 albums comme ça. J'avais un album qui s'appelait L'Artiste. Ok. Et ensuite, il y a eu Le Baroudeur.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'après j'ai arrêté de dire ouais l'album arrive, tu perds Non, les mais, bandes, t'as des trucs et tout. je comprends tout à fait. Non, mais ok. Ben non, c'est parce que beaucoup de gens se posent la question, je le sais, donc c'est important de, voilà, de donner la réponse. Mais voilà, en tout cas, c'est bien qu'il y ait quelques sons qui soient sortis, des petits trucs, c'est top. De ce que j'ai encore du Baroudeur, il est probable qu'il me reste quelques inédits. Il faut qu'on Ce serait mortel. Et ça ferait plaisir à beaucoup de gens, ça je bon, le on va sais. essayer de voir. Il faut que je m'accorde avec mon frérot DF Prod. Bah, on te le souhaite, mon Edgy, franchement. Et bah, du coup, on va aborder le groupe Chic et Pas Cher. C'est une formation instrumentale, voilà, live avec des musiciens. Tu peux nous en parler brièvement de cette formation-là Chic et Pas Cher, ça vient d'une idée où, à la base, moi, je devais même pas être dans tout ça. Hein. Ok. C'est un de mes potes qui s'appelait Nicolas Primet D'accord. et Poumchak qui veulent expérimenter, ils veulent faire un truc dans le cadre en plus d'un projet qui s'appelle Murmure. Ok, d'accord. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient faire, c'est prendre des MC, toute génération, et aussi des jeunes, sur un peu un truc qui est dans le même état d'esprit que ce qu'on avait expérimenté dans No One is Innocent. Exact. Sauf que mon pote ne sait pas que je l'ai déjà fait. Il se dit, bon, parce que Nico, en fait, à la base, c'est Nicolas Primet, c'est un gars de mon, tu vois, de ma ville, de mon quartier, que j'ai connu tu vois, personnellement. Donc, il sait pas que j'ai fait ça, parce qu'on s'est perdu de vue. Il sait pas que j'ai fait avec les timides. Incroyable. Okay. No One is Innocent. Je lui dis rien. Par contre, je crois en son projet. Il bosse de son côté tout ce qui est rock et musique alternative. De l'autre côté, au sub, ça bosse avec Ludger, qui lui fait tout ce qui est hip-hop et un peu world music, African music et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis avec lui sur le projet Hip Hop Source au niveau de Ludger, et que de notre côté, je suis avec Nico sur Chic et Pas Cher. Okay. Sauf que c'est qu'une expérience qui était live, où on réussit à un moment donné à pousser plus loin, je sais même pas pourquoi, comment, parce qu'il y a un petit engouement, mais on faisait que des trucs dans le 9-4. Ça devait juste être un truc qui tournait quand j'avais une section rythmique. À ce moment-là, c'était expérimenté, avoir un répertoire de titres personnels qui étaient rejoués en live par des musiciens qui avaient un esprit punk rock. D'accord. Donc, ça qui est intéressant. Donc, tu as Nicolas Primet au départ à la basse, tu as Poumchak. Nicolas Primet, lui, il faisait partie d'un groupe qui s'appelait Zap Mama. Ok. Ensuite, tu avais Poumchak qui était dans Les Fils de Tepu. Et tu avais un autre type, parce qu'il y avait un autre musicien, ça a tourné un peu, qui est parti, tu vois, pour des raisons qui lui étaient propres, pour évoluer, pour prendre la direction d'un centre musical. D'accord. Donc c'était aussi normal pour lui. Ok. Tu vois, qu'on voit d'ailleurs dans le reportage qu'il joue. Et sinon, après est arrivé Martin. D'accord. Qui était un jeune musicien qui a amené Poumchak, et qui était aussi ingénieur du son, tu vois. Okay. Et Martin, il amène une autre fraîcheur. Le mec avait à l'époque 23 ans, un truc comme ça, peut-être. D'accord. Et donc, tu as tourné avec Chic et Pas Cher, vous avez fait plusieurs scènes. Plusieurs concerts. Il y avait une partie où tu avais donc Artificier. Ok. Donc, Ilpi. Lourd. Roro. Et tu as eu Diane Blaze. Ok. Qui était avec nous. Oh, bah c'est lourd. Grosse dédicace, Diane. Et tu vois, c'est parce qu'il a. Et tu vois, les mecs, ce sont des fois. Mais eux étaient déjà de base, moi, Bisprod. Okay. Donc, une équipe de Créteil du 9-4. D'accord. Donc, t'as Victor Kouka qui se prête au jeu aussi dans l'aventure. Et t'as Medouze qui vient aussi dans l'aventure. Et King Sirocco. D'accord, ok. Qui est de l'arrêt métis. Tout se rejoint, quoi, comme d'hab. Comme on dit depuis le début, quoi. C'est donc, moi, jamais. Entre Nico et moi, on amène tout ça pour faire des concerts. On a fait des concerts au hangar. Des concerts au sub, des concerts à Villejuif, tu vois, je veux dire, là où tenait tu vois,
On a tourné un peu, on a fait la fête de l'UMA, on a fait Ok. Vlad et Sen, mon pote. C'est bizarre. Ok, bon, bah, c'est lourd. Non, mais c'est nickel, Edgy. Bah, écoute, on salue les membres de Ah, Chic et c'est Pas vrai. Cher. C'est du Big sap. up. Et bah, écoute, là, on va y venir à tes projets actuels. Donc, à savoir le 4 titres que tu as fait en featuring avec Rodka. Vous êtes ensemble, ça s'appelle Ouais. EJM et Rodka. Ouais. Donc, dedans, il y a l'Animalex, qu'on salue très fort, hein, bien évidemment. Il y a aussi Rimka Tidré. Donc, il y a Keshkun qui fait des instrus. Il y a aussi Cameo à la prod qui fait des instrus, il me semble. ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler de la création de ce projet qui est sorti en 2021 ? Voilà, je t'en prie. En fait, moi, je connais Rodka, j'ai connu Rodka il y a très longtemps parce que il était aussi bien dans l'organisation avec une équipe du 13. Moi, j'ai toujours côtoyé des gens dans l'univers. Donc déjà, j'étais déjà lié avec des Oui, mêmes son connexions. entourage, Des ok. gens de sa connexion du D'accord. 13. Tu vois ? Ok, Et ensuite, je le retrouve un peu comme toi, tu sais, dans ces périodes d'animation où lui se retrouve à une base nautique, la base nautique de Choisy-le-Roi, Carrefour Pontadour. Rien à voir, complètement fou, tu vois. Et lui travaillait là-bas. Donc en fait, on avait une forme de corrélation qui était à la fois très spéciale et tu savais que les mecs étaient pour la jeunesse, pour l'engagement, mais aussi qu'ils étaient aussi dans leur passion et dans leur engagement dans le hip-hop et dans la culture urbaine. Donc c'est vrai que moi, j'avais pas le même rapport avec lui. ok. Le jour où je le rencontre, qu'on se revoit, nous sommes sur la Rumble Party. Ouais, ok. À la Rumble Party. À Ivry À Ivry-sur-Seine. À Ivry-sur-Seine. Ok, lourd. Tu vois ? Ok, Et à la Rumble Party d'Ivry-sur-Seine, il devait faire une prestation sur les Olympiades. ok. Tu vois ? D'accord. Où Chabin, DJ Chabin et Dan devaient jouer. Donc là, on se retrouve avec... Il me dit, bon voilà, moi j'aimerais bien que tu viennes faire un titre, une petite participation, parce que j'ai l'occasion d'un truc assez sympa, où j'aurai Chabin, Ok. Sydney, et je sais plus qui d'autre il me cite, mais déjà, tu vois, Ok. donc je fais, bon, ok, d'accord, si on peut le faire, déjà c'est cool de revoir, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se revoir. Donc je fais, bon, vas-y. C'est cool. Donc on fait cette scène Ok. sur les Olympiades. Et ça se passe. Et ça se passe, ouais, ça se passe bien, malgré tu sais, tu connais les aléas techniques. Oui, bah, tu vois, mais ça se passe vraiment bien et j'ai un bon accueil. Et on a un bon feeling sur les Olympes. Ça se passe au 13, ça commence dans le 13. c'est lourd. Ensuite, après, on se trouve chez Keshkun qui est en train de monter, lui, son unité de production, Imperial Prod. Ok. Donc Keshkun, et pendant cette période, on arrive, on écoute des prods parce qu'il prépare Quarantaine 2020. Yes. Qui est sorti aujourd'hui maintenant. Ouais, c'est vrai, Quarantaine 2020, c'est sorti aujourd'hui. Ouais, c'est sorti, ouais, carrément. ces derniers jours. C'est ça. Donc, Tout se met en place. tout quoi. se met en place, tout s'imbrique. Moi, donc pour Quarantaine 2020, ben, on fait un titre ensemble, on fait ça et on dit, bon, vas-y. Et, et on fait ce titre qui est Barrio. Yes. Ok. Qui se retrouve sur le projet. Sur le projet, c'est le premier titre qui fait qu'on peut passer à l'étape de faire des trucs ensemble. Il organisait déjà des trucs où moi je connaissais, comme je t'ai dit, les mecs beaucoup des mecs du 13 qui ont fait Himalaya et Malaru, un type comme Raster, tu vois. Ok. Tu vois. Et l'Animalex, qui c'est qui l'a ramené? L'Animalex, c'est laser pour moi. Oui, laser, bien évidemment. Qui apparaît comme tout comme Rimka Tidré dans Barrio. Parce qu'en fait, laser, ça fait un temps que moi, je ne l'ai pas vu. Et c'est vrai qu'il connaissait aussi Rodka. Là, il avait ce lien. Quand moi, je ne vois plus laser, je sais qu'il a créé Psychopathe. Et c'est dans ces périodes où
où ils se sont connus avec Rodka. D'accord, ok. Oui, donc ça remonte. Ça ok, remonte. d'accord. Et moi, en fait, j'ai Rodka qui me dit qu'il a revu. Donc je dis, bah vas-y, dis à Laser de venir, Ok. c'est cool. Quand vous avez fait ce projet-là, voilà, ça a été. Jam et Rodka, on se décide, je vais super vite. Je t'en prie. On se décide puisque les gens tu vois, apprécient un peu, à fur et à mesure qu'on nous demande pour faire des concerts, on dit bon, il nous faut un répertoire. On fait 2-3 titres, 3-4 titres, on commence à faire des titres. Donc c'est dans une logique qu'ils existent. Keshkun, il est là, il a une période prod. Pendant cette période, c'était juste une parenthèse inattendue parce que il préparait Antigone, Rodka. Ok. Nous, Keshkun préparait Quarantaine 2020. D'accord. Moi, j'avais déjà fait tout pas mal d'expériences. Et le seul truc qui devait finalement arriver, c'était le projet, un projet best-of, tu vois, et qui donne En temps de crise. D'accord. Et qui est un EP, et aussi un projet avec Dynasty. Ok, d'accord. En mode des prods de Dynasty et toi. Ouais, ok, en fait, on avait déjà commencé cette expérience. On avait fait LLU au pluriel avec Dynasty. D'accord. Ok. Tu vois, dans Au bonheur des dames. Mm-hmm. Et j'étais intervenu aussi dans l'album de Dynasty, comme tout plein d'autres MC, avec un titre qui s'appelait Rap and Roll. Yes, bah oui, bien sûr. Ouais. C'était en 2009, ça, il me semble. Voilà. Ouais, ok, d'accord. Dans cet album qui s'appelait System D. J'ai oublié. System D. Ok, d'accord. Ok, nickel. Bah, c'est ça. Bah, allez fouiner de toute façon, Rap and Roll. Ok, d'accord. Bah, merci Edgy. En tout cas, je conseille à tout le monde d'aller écouter le projet EJM et Rodka. Les titres, ils sont disponibles sur YouTube. C'est de la tuerie, il y a des clips, etc. Donc voilà. Bah, merci Edgy pour ça. On arrive à la fin de l'émission. Avant de clôturer, bien évidemment, je te pose la question de fin, la question fatidique de The Doghouse. Si tu avais, 2-3 albums à nous citer là tout de suite, 2 albums, ouais, ou 3 si tu veux, qui vraiment ont compté pour toi dans ta vie, même si je sais que c'est compliqué, c'est ta réponse d'aujourd'hui. Peut-être que demain, tu auras une autre réponse. Voilà. 2-3 albums, que ce soit en rap ou n'importe quelle musique, qui vraiment... Voilà, t'es sûr de jamais t'en lasser de les écouter, qui te représentent, quoi. Ou qui t'évoquent un truc, je sais pas. Je t'en prie, Edgy. Chronique 2001. Ok, d'accord. Ok. Dream On de George Duke. Ok. D'accord. Et All Eyes on Me de Tupac. Ok. Bah, Edgy, on va se quitter là-dessus. Vraiment, c'était un plaisir de te recevoir. On te suit de très près, Edgy. On te remercie d'être venu dans l'émission The Doghouse. Voilà. À très bientôt, mon ami. Et puis, on salue tout le public. Merci à Osmose, merci à Marvin, merci à Little P qui est dehors, merci à Fred qui est derrière. Il y a du monde partout. Yes. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. Il est maintenant l'heure de quitter la maison. On se retrouve très bientôt pour une prochaine de The Doghouse. Yeah!